Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Guillaume Klein, coach et athlète d'Ultra Endurance et j'accompagne des sportifs dans l'atteinte de leurs différents projets, que ce soit sur le plan de la nutrition, de l'entraînement ou encore de la préparation mentale. Et dans tous les podcasts, les vidéos YouTube que j'ai pu faire, les articles sur mon site internet, on évoque tous ces sujets-là. Donc, je vous invite à aller consulter ou reconsulter les différents contenus et vous trouverez certainement des réponses à toutes vos questions. Je tenais à vous remercier par rapport à ma dernière vidéo où j'ai expliqué mon accident grave de vélo. Là, pour ceux qui le voient, j'ai encore la minerve que je dois porter quelques jours encore. Et normalement, je devrais être libéré encore de ce dernier stigmate. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'accident, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la vidéo. J'ai reçu de nombreux messages, de nombreux commentaires, des partages, etc. Donc, ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie et ça, comme je le répète, ça a participé et ça participe encore à ma guérison. Avant de débuter le podcast, juste pour vous dire que le stage que j'organise en collaboration avec Johan Rigoulet du 29 mai au 1er juin 2025, donc sur Thonon-les-Bains, donc magnifique région hein, entre lac et montagne, donc le stage ultra cyclisme, il reste encore des places, donc n'hésitez pas hein, si vous avez besoin d'infos, on est là pour vous répondre à toutes vos questions. Il y aura des nouveautés sur ce stage-là, on va changer les parcours. Donc Johan qui est sur place s'occupe de nous repérer de très belles traces. Et comme les deux précédentes éditions, on va partager de très bons moments ensemble. Il y aura de l'apprentissage, il y aura de la convivialité au programme. Donc n'hésitez pas hein, si vous préparez des longues aventures ou que vous avez tout simplement envie de partager un super moment sur le vélo. On se fera un plaisir de vous accueillir. En ce qui concerne le podcast du jour, alors ce sera un mode interview et je reçois pas un, mais deux invités. Donc Sylvain Druguet et Vincent Foulonneau. Donc ces deux personnes que j'ai appris à découvrir au travers de leurs différentes interventions, notamment sur d'autres podcasts et vidéos YouTube. Ces deux chercheurs scientifiques, mais aussi sportifs. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet, bien évidemment, autour de l'ultra-endurance, mais à savoir quel impact l'ultra-endurance peut avoir sur notre santé, sur notre vieillissement, quelles sont les erreurs à ne pas faire pour éviter de dépasser, entre guillemets, la dose optimale. Est-ce qu'il y a une activité physique plus que d'autres à privilégier? Voilà, on va répondre à ces questions-là. On va mettre aussi au centre de la démarche d'anti-vieillissement le facteur nutritionnel, donc la nutrition du quotidien, mais ça passe aussi après par la nutrition sportive. On va évoquer ces sujets-là. On va évoquer aussi les compléments alimentaires parce que aujourd'hui on entend tout et n'importe quoi. Et Sylvain et Vincent ont créé en fait une formation de par leurs études scientifiques pour démêler le vrai du faux sur ce sujet-là, à savoir est-ce que c'est indispensable, quels sont les compléments qui ne servent à pas grand-chose, entre guillemets. Donc on va évoquer ces sujets-là et je mettrai dans le lien les différentes informations pour aller voir justement leur formation. Et dans leur formation, on rentre davantage dans le détail de tout ça. On a évoqué bien d'autres sujets, toujours en rapport avec l'hygiène de vie et ce côté de bien vieillir en santé, que faire, que ce soit au niveau du sport, de la nutrition, du sommeil, etc., etc. Tous les facteurs d'hygiène de vie. Donc un épisode que j'ai apprécié faire. On aurait pu discuter beaucoup plus longtemps parce que c'est des sujets qui sont passionnants. Donc n'hésitez pas à me faire un retour comme toujours parce que je souhaite
faire de ce podcast, comme je le dis, un outil participatif. Donc vous aussi, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les faire remonter et je me ferai un plaisir de peut-être les traiter. Voilà. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage ou une bonne écoute. Prenez bien soin de vous. Bienvenue Sylvain et Vincent. Voilà, sur ce Merci, Guillaume. podcast. Je suis ravi de vous avoir. On a échangé surtout Sylvain et moi au sujet de ce rendez-vous. Vincent, je le connais par l'intermédiaire de différents podcasts, mais je vais vous laisser tout simplement vous présenter quand même. Vous évoquez des sujets autour de l'anti-vieillissement, particulièrement pour Vincent, mais aussi autour de la nutrition. Pour Sylvain, c'est comme ça que je t'ai découvert. J'aimerais qu'on évoque un petit peu tous ces sujets-là en rapport avec l'ultra-endurance. Mais je vous laisse vous présenter un petit peu le parcours pro, ce que vous faites, parcours sportif aussi. Expliquez-moi un petit peu tout. Vas-y, Vincent, je t'en prie. Merci. Du coup, je m'appelle Vincent Foulonneau, je suis un ancien chercheur dans le domaine de l'épidémiologie du sport, plus spécifiquement dans le domaine du vieillissement et du vieillissement cellulaire. Maintenant, je suis formateur dans différents centres de formation et coach sportif spécialisé en prévention des blessures et réhabilitation. Et en gros, depuis maintenant plus d'une décennie, je passe ma vie à lire des papiers scientifiques sur le vieillissement, les liens avec la physiopathologie, la nutrition, le sport, afin de nourrir de nouveaux savoirs à mes étudiants. Et côté sportif, je suis un ancien athlète de haut niveau. J'ai été plusieurs fois champion de France d'aviron indoor et j'ai été au meilleur niveau mondial. Maintenant, je suis à la retraite et voilà. Ok, ok. Mais je vois que tu t'entraînes beaucoup quand même. Ça fait partie de moi, mais c'est juste pour m'amuser. D'accord, d'accord. Bon, bah c'est bien. Un jeune Sylvain? retraité, un jeune retraité parce que l'année dernière, il était encore champion de France, hein. Ah ouais, quand même, quand même. Bon, je Ouais. connais pas trop la discipline, mais à ce que tu mets sur tes stories, ça a l'air quand même bien intense. Ou c'est toi qui le rend intense, on va dire. Non, mais je t'expliquerai après si tu veux, mais d'abord, je laisse Sylvain se présenter. Eh ben, Sylvain Druguet, moi, je suis ancien sportif de bon niveau dans les sports de combat. D'accord. Moi, je viens des sports de combat, ouais. Je suis formateur aussi dans un centre de formation que j'ai créé à Mâcon. J'ai d'autres centres de formation, dont celui qu'on va présenter ce soir pour une de nos formations. Je suis coach sportif depuis bientôt 20 ans, préparateur physique depuis à peu près la même durée, et puis voilà, je fais beaucoup de conseils en nutrition maintenant. Mais le gros de mon travail, un peu comme Vincent, c'est d'éplucher la littérature scientifique sur des sujets particuliers et de faire redescendre l'information soit aux personnes que je forme, soit pour tu vois, je travaille avec des organismes d'État, avec des grosses sociétés, avec des médecins, ou avec n'importe qui veut se mettre à jour scientifiquement. Voilà. D'accord. Ok, ok. Et là, actuellement, en activité sportive, on va dire, tu pratiques encore ou pas du tout? Enfin, Maintenant, je fais de la muscu et j'essaie de battre. Enfin, j'essayais parce que ça y est, je suis devenu un vieux, c'est officiel, mais j'essayais avant de battre des records du monde sur les dips, les tractions, les choses comme ça. Mais c'est fini. Maintenant, je m'entraîne juste pour avoir un corps pas trop mal et résister au vieillissement. voilà. Bon, bah, ça, on va y venir. Mais j'aimerais que Vincent, quand même, il nous présente l'aviron indoor, parce que je connais pas trop bien cette discipline. Ben, tu as l'aviron sur bateau. Donc, Ouais, l'aviron sur bateau, c'est classique. C'est souvent du 2000 mètres la plupart du temps, le 2000 mètres olympique. Ça peut être tout seul, en skiff, à 2, à 4, à 8. Et à une époque, on testait les athlètes sur ergomètre, donc sur rameur, pour savoir s'ils avaient la physiologie suffisante pour pouvoir ensuite être sélectionnés pour qu'on leur apprenne la technique sur bateau ou qu'on améliore leur technique. C'était un test de sélection pour les équipes nationales. Puis avec le temps et les années, ça s'est transformé en une compétition où tout le monde a été inclus, les gens de l'aviron comme les gens d'ailleurs. Et en aviron indoor, tu as essentiellement, alors ça a un peu changé maintenant, mais tu as essentiellement deux disciplines, ce qu'on appelle le sprint, c'est-à-dire du 500 mètres, qui est un effort maximal sur une minute, entre 1 minute 10 et 1 minute 20 chez les hommes, et le 2K, donc le 2000 mètres, qui est un effort maximal qui est entre 5 minutes 30 et 6 minutes 30 chez les hommes. Et moi, je suis spécialisé du sprint, donc qui va représenter un effort en acidose métabolique. Mais à la différence de la course à pied, comme pour le 400 mètres ou 800 mètres, tu as aussi le haut du corps. Ce qui fait que du coup, le mur lactique que tu prends dans la tête est beaucoup plus intense que dans d'autres sports.
À ma Mhm. connaissance, il n'y en a pas d'autres qui soient aussi intenses que ça en termes d'impact au mur lactique. Et donc, c'est un sport où l'objectif, c'est de prendre le mur lactique le plus tard possible et qui est très musculaire. Donc, du coup, il faut être fort physiquement avec un cardio qui est adapté pour le lactique. Donc, pas besoin d'être extrêmement endurant. C'est bien d'avoir une base pour tous les effets sur l'acidose métabolique, mais pas trop non plus. Et c'est pour ça que du coup, si tu me vois en story faire énormément de force, c'est parce que en fait, il faut être le plus fort possible pour mon sport euh, et avoir un bon cardio évidemment. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut retrouver un peu les mêmes adaptations? Là, tu parlais de... Il n'y a pas trop de sports qui ressemblent à ça, mais par exemple, sur du ski de fond ou du skating, des choses comme ça, est-ce qu'on peut retrouver quand même la même chose? Parce qu'on utilise aussi le haut et le bas du corps, du coup. Alors le ski de fond, à ma connaissance, il n'y a pas d'épreuve qui soit aussi courte Oh, sur c'est moins de ça, deux ouais. minutes. Mm. Alors par contre, le ski de fond, à cause du fait que tu as le haut du corps et le bas du corps en même temps, bah, ça va être comme l'aviron ou d'autres sports où tu as le haut et le bas, où ça va être un peu plus demandeur sur le plan musculaire et donc le cœur peut monter plus haut. Ça ne veut pas dire que c'est plus dur, c'est juste que c'est pas exactement la même adaptation physiologique. Euh, mais clairement, quelqu'un qui est bon en ski de fond, il est bon partout après. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Sylvain avait introduit un peu le fait de se maintenir en forme euh, juste pour ralentir le vieillissement. Peux-tu nous expliquer, parce que moi c'est comme ça que je t'ai découvert principalement sur des podcasts où tu parlais justement de l'anti-vieillissement, il y a un boom autour de ça aussi. Il y a des reportages qui sortent, voilà, sur Netflix et compagnie. Ouais, Alors c'est un peu à controverse quand même, mais bon, j'ai regardé, voilà, il faut vouloir la vie de Brian Johnson, hein, c'est ça. ouais, Brian Johnson, c'est particulier ce qu'il fait. Mais alors, le vieillissement, il y a beaucoup de malentendus là sur ce sujet-là. Peut-être à cause du fait qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent sans vraiment comprendre le sujet. Le vieillissement, c'est pas une maladie, c'est juste un état de fait qui va avec le temps. Et on peut pas empêcher le temps de s'écouler. Par contre, on peut mettre en place des choses pour bien vieillir. Parce que le socle du bonheur, donc la santé, c'est ce qui nous permet de bien vieillir. Et ça repose sur une équation simple, euh, l'addition de deux éléments et la soustraction de deux autres. C'est l'addition d'un savoir élémentaire pour savoir choisir notre alimentation et éviter les poisons cachés, hein, Mhm. éviter les produits transformés. C'est l'addition de la discipline dans nos activités physiques pour pérenniser le plaisir de s'entraîner et évidemment la régularité sur le long terme, parce que ça joue énormément. Et c'est aussi la soustraction, donc la soustraction euh, des éléments destructeurs de notre sommeil, le stress, le café, les écrans bleus. Et c'est enfin la soustraction des perturbateurs endocriniens dans notre quotidien qui sont aujourd'hui devenus omniprésents et qui nous bousillent la santé sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Si Ouais, je dois résumer les choses comme ça, c'est la manière la plus synthétique possible, c'est bien vieillir, c'est faire attention à ces quatre éléments-là, à cette équation-là. d'accord. Mais c'est donc très compliqué dans nos sociétés actuelles quand même, où on est soumis au stress et à un stress latent comme ça, pas un stress immédiat, on va dire, et c'est un stress qui est plutôt chronique. Et donc, déjà sur ce fait-là, c'est un peu compliqué aussi. La pollution, tu parlais des perturbateurs endocriniens, mais j'invite à mes auditeurs à aller voir ton intervention et écouter ton intervention sur biomécanique, où tu rentres vraiment en détail dans le sujet. Mais en fait, des fois, on se euh, mobilise sur certains éléments, comme voilà, la nutrition, le sommeil, etc. Mais en fait, il y a plein de polluants, on va dire, invisibles qu'on ne maîtrise pas forcément et qu'on pourrait avoir une action franche aussi. Oui, après, je veux pas être alarmiste parce que vraiment, à un problème, il y a 10 solutions à chaque fois. Il faut juste en avoir conscience. Concernant les perturbateurs endocriniens, il y a 1000 solutions qui existent. Concernant le sommeil, il y a aussi plein de solutions qui existent. Et très souvent, quand même, le point commun, c'est que si on fait sur ce pourquoi on est conçu d'un point de vue génétique, ce qu'ont fait nos ancêtres pendant des millénaires, des centaines de millénaires, à savoir bouger tous les jours, naturellement, on va dans la direction du bien vieillir. Et si par-dessus on a l'alimentation correcte, on est bon. Ce qu'on retrouve un petit peu dans les zones bleues, quoi, en gros.
Alors les zones bleues, c'est sujet à controverse maintenant parce qu'il semblerait que dans Ouais. certains coins, il y ait des problèmes de passeport ou des. Ah, Mais bon, ça change rien au fait que les gens qui sont centenaires, au-delà de l'aspect génétique, ils avaient probablement un mode de vie sain, à savoir une alimentation correcte, euh, ils bougeaient pas trop leur patelin et une activité physique extrêmement régulière. Je sais pas si tu veux compléter là-dessus, Sylvain. Oui, oui, mais c'est ça en fait. Et puis ils avaient un rituel par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, les habitudes et les adaptations. C'est-à-dire que si tu choques ton organisme en permanence, il y a des capacités d'adaptation qui seront parfois dépassées. Et c'est pas toujours vrai, hein. Pour la musculation, par exemple, c'est l'inverse. Il faut choquer régulièrement pour qu'il y ait une adaptation. Mais là, en l'occurrence, c'est ça. Si tu veux, tu vois, c'est comme si tu prends du cura régulièrement. Si tu le prends en trop grande quantité, tu meurs. Mais si tu le prends en toute petite quantité et que tu l'habitues ton corps, tu finis par être presque immunisé aux doses qui d'habitude te tueraient. C'est un peu le même principe pour le vieillissement. On le voit bien, hein, tous les gens qui vivent autour de nous, 90, 95, 100 ans. En plus, il y a des choses qui sont présentes régulièrement dans leur vie. Et le rituel, ça en fait partie. Le rituel, c'est ils ont une vie qui est rythmée avec une discipline qu'ils mettent en place pour justement que leur corps s'adapte à toujours la même chose. Et au final, ça paye. donc, globalement, comme dans le sport, là, avec les athlètes là, que j'accompagne, je remets ça un petit peu dans la vie de tous les jours, mais c'est créer un certain stress quand même pour activer des phénomènes de progression. On voudrait dire qu'avec le vieillissement, c'est un peu ça aussi, et le bien-être physique et la longévité, ce serait de créer quand même suffisamment de stress pour que le corps puisse se renforcer, mais pas trop au risque d'être délétère pour justement la vie de l'organisme. Ouais, c'est le principe de l'hormèse. Mm. Tu stimules, le corps subit un stress, il s'adapte, il surcompense, mais tant que s'expose au même stress tout au long de sa vie et qu'il n'y a pas trop de variations, qu'on voyage pas aux quatre coins de la Terre, qu'on fait pas 40 000 trucs sur le plan sportif, on part sur la voie de la longévité et de la santé. D'accord, d'accord. Donc, des actions simples, on va dire les actions majeures que tu mettrais en place si on voudrait bien vieillir et retarder ce phénomène, ce serait quoi alors? Alors, bah, manger plus ou moins tout le temps la même chose, alors, au sens ne pas tout le temps varier son alimentation en allant dans des restaurants un peu exotiques en permanence. Au niveau de son sommeil, un des trois piliers du sommeil, c'est la régularité, c'est se coucher plus ou moins à mêmes heures, se lever plus ou moins aux mêmes heures. Et au niveau de l'activité physique, trouver quelque chose qui nous plaît sur le plan cardiovasculaire et s'y atteler presque tous les jours. Et aussi avoir une activité musculaire parce que le muscle est très très utile pour le système immunitaire et pour tamponner le stress oxydatif. Et concernant les perturbateurs endocriniens, bon, ben, là pour le coup, il y a des astuces un peu plus techniques. Essayer d'avoir une eau le plus propre possible, éviter toutes les fragrances, les trucs en plastique et compagnie. Mais bon, concernant cet élément assez particulier, mais concernant la sainte trinité de la santé, à savoir le sommeil, le sport et l'alimentation, c'est vraiment la régularité et l'homogénéité. On est des créatures de rituels, un peu. D'accord. Mais comment alors vous expliquez que c'est simple, hein, comme on le dit là, mais comment vous expliquez que malgré tout ça, euh, une grande majorité de la population ne fasse pas le quart de ce qui a été dit là? On est dans une société de plus en plus sédentarisée. Les gens mangent très mal. Voilà, ils ont un sommeil complètement déphasé, beaucoup de stress, etc. Comment on peut expliquer ça? Alors du coup, Mm. Il y a plein d'éléments, si tu veux, je commence, Vincent. Vas-y. Il y a beaucoup de choses en fait. Déjà, par exemple, on a accès à la calorie ou aux aliments hyper appétants avec un gliss point ou avec c'est-à-dire des points de croisement entre la quantité de lipides et de glucides contenus dans les aliments qui est prédéterminé par les industriels pour justement stimuler des aires du cerveau qui font que tu vas y revenir. Ça, c'est un point sur lequel je pourrais m'étaler si vous voulez. Je te donne un exemple. Mes parents sont nés dans les années 40, ils m'ont eu tard, et donc pour avoir accès à la calorie, c'était très compliqué. Quand ils voulaient manger, ils avaient accès à un bout de pain qu'ils avaient été chercher à pied à la boulangerie, qui était à 5 km, et sinon ils mangeaient des pommes de terre. Et les pommes de terre, tu vois, c'est 80 kilocales pour 100 grammes. Avant que tu arrives à 3000 cales, il va falloir en manger. Alors que maintenant, là, juste en face de moi, je traverse, je fais 100 mètres, j'ai un supermarché là, et 2000 cales, ça me coûte 2,50 € si j'achète un paquet de gâteaux de 200 grammes. Donc, d'accord, 300 grammes. Donc ça, c'est une première chose. Et en fait, à partir du moment où tu arrives avec des aliments transformés qui vont stimuler particulièrement la satiété ou la faim, au contraire, qui vont être
qui vont complètement perturber ta capacité à stocker, par exemple, des lipides. Tu vas perturber tout ton fonctionnement métabolique et tu arrives dans une situation qui est proche de ce qui se passe quand tu prends une drogue. Donc, en fait, les effets sont immédiatement très puissants et te donnent envie d'y revenir. Donc, voilà pourquoi les gens, quand ils vont sur les écrans, eh bien, ils n'ont plus envie d'en sortir parce qu'ils ont ce petit pic de dopamine qui va être présent et de moins en moins présent en fonction de la durée. C'est-à-dire qu'il va falloir augmenter la durée pour avoir les mêmes effets. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu dors moins derrière. Tu as envie d'être éveillé le plus longtemps possible parce que tu as envie de profiter de la journée, alors que nos ancêtres voulaient profiter du lendemain. Ils se disaient, cool, c'est la nuit, donc ça veut dire que demain, je vais avoir une nouvelle journée, je vais pouvoir profiter d'autre chose le lendemain. Aujourd'hui, on se dit pas ça, on se dit tous, allez, un petit épisode de plus sur Netflix, un petit machin en plus, et au final, on dort moins. Voilà, c'est plein de petites explications comme ça. Ok. Ouais. Et je compléterais aussi avec l'éducation. Se faire du sport, par exemple, c'était quelque chose d'inné pour nos ancêtres. Et à l'heure actuelle, les parents n'incitent plus leurs enfants à faire du sport. Cette sédentarité, c'est un vrai problème. Je vais donner un chiffre. Hier soir, il s'avère que je faisais un calcul pour un cours. Nos ancêtres avaient parcouru en moyenne entre 300 000 et 500 000 kilomètres carrés par an. Quand je dis nos ancêtres, c'était avant la civilisation, donc il y a très longtemps, pour simplement explorer leur territoire. Euh, 500 000 kilomètres carrés, ça représente à peu près la surface de la France entière. Ok? Et ils le faisaient en un an. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour parcourir une surface pour arpenter ces terres? On se déplace de manière erratique. Et en gros, à chaque pas qu'on fait, eh ben, on supervise, on voit à peu près ce qu'il y a autour de nous. Donc ça peut être sur 10 mètres carrés si on est en forêt, ça peut être 1 km² si on est en plaine. Et si on admet qu'il se déplace à peu près à 5 km/h, qui est quand même une marche un peu rapide, c'est pas tout le temps le cas, et que du coup on fait les calculs pour savoir combien de pas ça représente en moyenne par jour, ça représentait à peu près 15 000 pas par jour. Et ça, c'est une moyenne. C'est juste pour explorer le territoire. Ça ne prend pas en compte la chasse ou la cueillette. Et en gros, ça rejoint les estimations des chercheurs qui est que nos ancêtres pouvaient avoir des journées à 40 000 pas par jour. Ouais. Donc, on est bien loin des 10 000 pas, quoi. Et ouais, sachant que maintenant, ils ont réduit à 3 000, je crois, d'après les normes de l'OMS, en disant oui, il faut pas juger les gens qui marchent moins. 3 000, là, on est bien assis sur sa chaise quand même, quoi. Ouais, voilà. Ouais, Donc, mais en France, c'est 7000, hein. La ouais, moyenne de pas des Français, c'est 7000 et ça compte les runners. Donc, t'imagines la moyenne réelle si tu enlèves les gens qui font beaucoup d'activité. ouais. Mais, ouais, mais il y a un peu ce problématique aussi du sportif sédentaire, hein. C'est-à-dire qu'une personne va penser faire son petit footing de 45 minutes, mais toute la journée restant assis au bureau, en fait, il est sportif, certes sur le papier, mais il est quand même relativement sédentaire, quoi. Ouais. Complètement. Mais du coup, les enfants, quand on leur apprend à se brosser les dents, par exemple, eh ben, au début c'est chiant, et puis avec le temps, et les semaines, et les mois, et les années qui passent, ça devient un automatisme. Et à l'âge adulte, ils ne se posent pas la question, ils se brossent les dents au moins une fois par jour. Si on avait le même axe de travail sur le sport, eh ben, nos enfants auraient pris l'habitude, depuis qu'ils sont petits, à faire du sport tous les jours. Ce serait ni une obligation, ni comment dire, une règle, c'est juste ça fait partie de leur vie. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de gens qui font ça. Et tu prenais mon exemple tout à l'heure en disant, ben, je fais plus de compétition, mais je fais quand même beaucoup de sport. Mais en fait, mon entraîneur, quand j'étais jeune, il m'a habitué à m'entraîner au moins 10-15 heures par semaine. Et maintenant, c'est devenu une habitude. Si je le fais pas, je me sens pas sale, entre guillemets, mais c'est comme si je m'étais pas brossé les dents. Si, si, mais je me retrouve dans ce que tu dis parce que j'ai un gros volume du fait que je pratique les sports d'ultra-endurance. Voilà, il peut m'arriver de faire 25 heures par semaine en grosse préparation, voire des fois plus, mais en moyenne, ça va toujours être, on va dire, moyenne basse, entre 10 et 15 heures par semaine. Là, Mm. j'ai eu une phase où j'ai eu un accident, c'est pour ça que je porte une minerve, j'ai failli vraiment y passer. Donc, je reviens sur le côté nutrition, etc. Mais c'est vraiment un point qui m'a permis, alors déjà en amont, d'être plus fort et de mieux récupérer de cet accident-là. Et là, actuellement, en mettant encore l'accent sur ce côté nutrition, tous les facteurs d'hygiène de vie, j'ai vu ma récupération s'améliorer et être exponentielle par rapport à une personne normale. Donc, tout ça pour dire que ce que tu dis là, n'ayant pas pu m'entraîner autant, effectivement, je me sentais un petit peu plus sale,
Ouais, je ressens ce que tu dis, donc ça fait bizarre, mais c'est tout à fait ça, quoi. Une fois que c'est ancré et que c'est une habitude, ça en devient un besoin, en fait. Oui, en un sens, ouais. Et encore une fois, ça reflète le fait qu'on est des créatures de rituels, d'habitude. Mm. On aime faire la même chose tous les jours. Ouais. Ouais. Encore que là, il y aurait une notion à mettre en plus, c'est qu'il y a une addiction. Passer un certain nombre d'heures de pratique, il y a une vraie addiction qui se met en place, qu'on observe, et on pourra peut-être en parler tout à l'heure, qui est différente de celui qui va faire 30 minutes d'activité par jour parce qu'il est habitué à en faire avec ses parents. Tu vois, ça, c'est encore différent ça. Et on l'observe pas dans les sports de courte durée. Tu vois, dans les sports de combat, on s'entraîne pas autant et il y a moins d'addiction à l'entraînement qu'on l'observe en triathlon ou en ultramarathon. Alors, Mm. est-ce que ça peut, vivant la situation, est-ce que ça pourrait s'expliquer par, justement, au niveau peut-être chimie du cerveau, que ça crée justement une addiction sur ce phénomène-là, que plus c'est long, plus on a envie d'aller chercher ce phénomène-là. On appelle ça des fois le flow qu'on peut retrouver sur des épreuves d'ultra. Mm. Mais est-ce que ça en fait partie, ça, en fait, de cette Ah oui. addiction-là, ou c'est simplement physique? Non, 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 il y a cette notion. En fait, ce qui est assez particulier, c'est que vous, pour progresser, vous avez besoin que votre volume il augmente de façon vraiment très importante. Mais vraiment, c'est incroyable le temps que vous pouvez passer à vous entraîner et à courir sur de grandes distances. Et en fait, vous allez chercher à avoir un volume qui augmente, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les activités physiques, où parfois on va plutôt réduire le volume en s'approchant de la performance et plutôt d'aller chercher de l'intensité, ce qui ne procure pas du tout les mêmes effets sur le cerveau. Donc ça va avec ce que tu dis. Tu vas vouloir aller chercher plus d'entraînement parce que bah, oui, tu as une appétence pour ça, tu as une vraie addiction qui se crée et qui n'existe pas sur les autres choses. Et ça s'explique par plein de choses. Par exemple, on a une déshydratation du cerveau qui intervient, qui est relativement importante. Et on a une perte de masse globale du cerveau qui est aussi complètement dingue. À la fin d'une course, j'essaie de me souvenir, je crois que c'est une course de 10 heures. En moyenne, le cerveau il perd 6% de sa masse totale, indépendamment des flux d'eau. Donc t'imagines, D'accord, c'est énorme hein, sur un cerveau d'un kilo 4. T'imagines ce que ça fait comme perte en grammes, c'est conséquent. Hein. Et j'insiste bien, indépendamment des pertes hydriques. Donc d'accord, ça veut dire qu'il y a quand même une perte d'acide aminé relativement importante. Ce qui peut d'accord, expliquer d'accord. que bah, tu as des soucis avec tes aires dopaminergiques, puisque tu as besoin d'acides aminés pour que tes neurotransmetteurs fassent leur taf. Mm. D'accord, d'accord. Pour revenir au côté un peu plus scientifique de la chose, sur l'activité physique, notamment Vincent, tu parlais beaucoup, et ça je l'ai découvert, je t'avais découvert sur le podcast de Sean, mais de tout ce qui était développement mitochondrial et que justement ça a influé de manière au-delà d'augmenter le facteur performance, mais ça a influé énormément sur le facteur santé. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ouais, alors les mitochondries, c'est des petits organites qui utilisent l'oxygène pour, avec l'aide des glucides ou des lipides, créer des pièces d'énergie dans la cellule, de l'ATP. Et plus on en a, plus littéralement on a une grosse VO2 max. Hein, c'est très très linéaire, c'est très corrélé. Il y a même une équation simple qui fait les liens entre les deux. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que comme c'est les centrales énergétiques de nos cellules, elles ont un effet considérable sur la santé dans absolument toutes les directions. Quasiment, il y a énormément de maladies connues qui sont en lien avec une déficience en mitochondries. Du coup, un levier simple, c'est augmenter sa VO2 max, donc autrement dit, augmenter le nombre de mitochondries, la qualité des mitochondries, leur taille également, leur contenu. Et simplement, on est en meilleure santé et on peut avoir des performances qui sont plus élevées. Euh, mais pour ce faire, le mieux, et là pour le coup, je relais la parole de Sean, c'est la basse densité, c'est la zone 2 et la zone 3 Mm. quand on a une excellente zone 2. Voilà. Et ça explique aussi en partie pourquoi les gens qui font de l'endurance ont quand même besoin d'une bonne VO2 max, et donc du coup ils ont besoin de faire des volumes absolument colossaux. Mais en faisant des volumes colossaux, ils ont énormément donc, de Z2, de Z3, et donc derrière, bah, ils ont un volume mitochondrial qui est très très important.
et une bêta-oxydation qui est très importante. Et il s'avère que la bêta-oxydation est plutôt pro-résolutive de l'inflammation pour le système immunitaire. Et donc, ça apporte plein de bonnes choses. Le fait d'avoir cette plasticité métabolique plutôt axée sur la bêta-oxydation, l'utilisation des graisses. Mais le truc, c'est que ça, on sait ça. Ce discours-là, parfois, il est déformé dans le monde de l'endurance, que ce soit dans le cyclisme, les marathoniens ou les triathlètes, en disant, bah, du coup, les glucides, c'est le mal. Ouais, c'est clair. Mais c'est pas du tout le cas. Non, C'est pas du tout le cas. Un bon athlète d'endurance, il doit avoir cette plasticité métabolique. Il doit pouvoir faire de la bêta-oxydation, donc utiliser le gras exactement. sur la majorité, et quand il a besoin d'accélérer, avoir de la glycolyse, donc avoir Exactement. l'utilisation du sucre. Si par exemple quelqu'un qui a un régime cétogène fait de l'endurance, alors certes, il peut aller au bout de l'effort, mais il sera pas compétitif. Et il est même possible, ça c'est un débat à l'heure actuelle, que ce soit plutôt délétère pour la santé, pour les sportifs en particulier, pas pour les gens, disons, sédentaires. Non, mais exactement. Et c'est ce que je dis aux athlètes que j'accompagne sur le volet nutritionnel, c'est qu'il faut avoir cette flexibilité justement, même dans l'ultra, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on assimile, comme tu le dis, l'ultra à la très basse intensité. On se dirait, ah ben, j'ai besoin d'être, voilà, d'avoir une bonne lipolyse, de bien utiliser les graisses comme source d'énergie. Donc pourquoi avoir recours à des glucides? Je ne vais pas forcément savoir les utiliser, etc. Donc il y a beaucoup de mythes autour du cétogène, notamment en ce moment. Ouais, ouais, mais malheureusement, je pense que c'est parce que, en fait, dans la théorie du cétogène, il y a un principe qui est vrai, c'est que le fructose en excès est délétère pour la santé. Ça, c'est pas bon pour le foie, c'est pas bon pour les tissus, bon, parce que ça produit de l'acide urique, et l'acide urique a des effets délétères sur les mitochondries, justement. Et donc derrière, si les mitochondries fonctionnent moins bien, on peut avoir des déplétions énergétiques de 20 à 60% dans une cellule à cause de l'acide urique. Et ben, du coup, ça veut dire que littéralement, la VO2 max, ça diminue de plusieurs dizaines de pourcents. Donc ça peut faire peur aux athlètes. Sauf que les athlètes, pendant un effort d'endurance, il y a une consommation telle de calories qu'ils peuvent prendre autant de fructose qu'ils veulent. Il va être Ce qui est utilisé. observé, ouais, c'est ça. C'est ce qui est observé, c'est que c'est utilisé. Au contraire, même, ce qui est observé, c'est pour ça que les boissons d'effort, c'est souvent un mélange de fructose et de glucose. C'est que les athlètes qui ne prennent que du glucose sont moins bons que ceux qui ont un relais avec du fructose. Et le mécanisme sous-jacent à ça, ça vient en particulier de la coenzyme Q10. Le fait d'avoir un apport suffisant en glucose permet comment dirais-je, de préserver le pool de Q10, donc de coenzyme Q10, dans les cellules. Et la Q10 est un élément essentiel dans les mitochondries, sans expliquer trop dans le détail, pour la production d'ATP. Si vous n'avez pas assez de Q10, vous pouvez avoir le meilleur entraînement du monde, ça va bloquer et votre mitochondrie ne pourra pas fonctionner. OK. Et donc, du coup, cette Q10, on la trouverait où? Alors, la Q10, le corps en produit naturellement, mais par contre, euh, on en produit beaucoup moins lorsqu'on est en déficit calorique. Donc, c'est difficile pour les athlètes. C'est pour ça qu'il faut absolument fournir du glucose pendant un effort. Et dans l'alimentation, on en trouve très très peu, malheureusement. C'est-à-dire que même si tu manges comme un ogre, tu vas peut-être pourvoir à 10% des apports nécessaires dans la journée, dans le Q10. C'est vraiment le corps qui le produit de manière endogène, essentiellement. Et dès qu'il y a un déficit calorique, dès qu'il y a un manque de sommeil, dès qu'il y a un excès de stress oxydatif, la Q10, elle plonge. Et il s'avère en plus qu'elle plonge lentement avec l'âge. On en produit de moins en moins. On peut avoir des déplétions jusqu'à 80%. Il y a des gens à 90 ans qui n'ont plus que 20% de la coenzyme Q10 produite que lorsqu'ils avaient 20 ans. Tu vois. Donc bon, ça on en reparlera, mais c'est pour ça on a fait la formation sur les compléments alimentaires pour parler de ce genre de choses et pour amener de la science et expliquer un peu ce qui se passe dans nos terrains. D'accord. D'accord. Et pour revenir à... Oui, Sylvain, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, ouais, je mets juste un petit complément en plus sur la raison pour laquelle on prend du glucose et du fructose en simultané. C'est tout simplement Mm. qu'en fait, c'est Oui, pas les les mêmes. transporteurs, c'est en fait, c'est pas les mêmes. Il faudrait en général deux tiers glucose, un tiers fructose pour être dans des normes et ne pas avoir de problème de digestion. C'est surtout ça, quoi. Ouais, ouais. Et au-delà de la digestion, c'est vraiment l'assimilation, hein. Donc Ouais. le fait de traverser les barrières, les bordures en brosse et les entérocytes nécessite des transporteurs qui sont pas les mêmes. Mm. C'est-à-dire que galactose et glucose ont les mêmes transporteurs, mais par contre fructose a besoin d'un autre transporteur. Ce qui fait que si tu satures le glucose, tu as encore
de la place, entre guillemets, pour faire rentrer des glucides, mais sous une autre forme, sous forme de fructose. D'où le fait que le mélange est plus efficace qu'un mélange simplement fructose ou qu'un mélange simplement en glucose. Tout à fait. Et puis ben, aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, des coureurs cyclistes du Tour de France sont capables d'aller sur des par heure d'effort des 90, 100, 120, voire même maintenant aujourd'hui du 140 grammes de glucides par heure d'effort, ce qui est quand même énorme. Mais c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'accompagne des athlètes qui sont lambda, je leur fais prendre, voilà, qui sont pas professionnels, on va dire. Ils prennent 40, 50 grammes, c'est déjà beaucoup et ils se sentent déjà saturés. Alors ça s'entraîne, hein, on fait de l'entraînement digestif, certes, mais aujourd'hui, il y a un peu deux écoles quand même et au lieu de confronter les deux, c'est justement ce que Vincent disait, c'est plutôt avoir ce raisonnement d'être flexible, de pouvoir utiliser ses graisses quand c'est possible, mais ne pas être segmenté dans le ou tout graisse ou tout glucidique, quoi, c'est ça. Ouais, mais le Tour de France, alors, il y a des choses à dire par rapport à ça, mais le Tour de France, c'est pour ça qu'ils emploient les corps cétoniques aussi. Les corps Ouais. cétoniques, ça leur permet en fait de mettre en réserve leur glycogène pour le sprint final. Et les pros, ils estiment que ça leur fait gagner entre 30 secondes et une minute sur un col. Donc à ce niveau-là, c'est colossal. Après, il faut faire attention pour le très haut niveau parce que il y a du dopage, même léger. Et par exemple, la prise de glucocorticoïdes, la prise de PO, ou la prise de stéroïdes, ou de SARMs, c'est un autre truc encore. Tous ces trucs-là, en fait, ça fait exploser le métabolisme. Donc, ils ont une capacité d'utilisation qui est plus importante, qui est plus supérieure à ce que quelqu'un pourrait consommer en étant naturel, ce qu'on appelle nati. Donc, c'est toujours intéressant de Ça a voir ce que font les nuancé, pros, quoi. mais voilà, il faut faire attention et se dire, OK, nous, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et c'est très bien. Ouais, 90, c'est les recommandations d'ailleurs en laboratoire, hein. 90 par heure, c'est les recommandations après 3 heures d'effort. Donc, tu vois, et même eux, ils n'arrivent pas à trouver plus. Mais c'est normal, encore une fois, comme explique Vincent, en laboratoire, c'est rare qu'on ait des gens dopés sur lesquels on étudie. Et le fait dans son alimentation du quotidien, ne pas être ou cétogène ou ne pas être sur le tout glucide, est-ce que ça va jouer justement à l'effort dans notre capacité à bien utiliser les graisses comme source d'énergie ou inversement, d'être plus capable d'oxyder des glucides? Est-ce qu'on peut jouer quand même sur le côté nutrition du quotidien sur ce paramètre-là? Ah, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de. Alors, souvent, on se donne un rôle trop important, nous, les entraîneurs ou les conseillers, en se disant, ah oui, mais en faisant ça, on va moduler. En fait, en réalité, euh, le corps est relativement bien fait. Si jamais tu es à très basse intensité et que tu dois durer, il va tout mettre en place pour que la bêta-oxydation devienne majoritaire sur l'utilisation de l'acétyl-CoA. Donc, de toute manière, tu fais de la très basse intensité, quoi qu'il arrive, tu vas utiliser rapidement une grande quantité d'acide gras. Et si tu fais de l'intensité modérée plus, voire haute intensité, quoi qu'il arrive, ton organisme va utiliser majoritairement des glucides. Et d'ailleurs, mais s'il y a des choses sur lesquelles on peut jouer un petit peu, c'est que des grandes quantités de glucides consommés ont tendance à favoriser le fait qu'on les utilise à l'effort. Et Ouais. à l'inverse, une grande quantité de lipides favorise le fait qu'on utilise ces fameux lipides. Après, est-ce qu'un entraînement est efficace sur les lipides? On l'a constaté un petit peu. Sur les glucides, c'est moins évident. C'est moins évident parce que ce n'est pas les mêmes mécanismes qui sont mis en place pour l'utilisation de ces molécules pour la resynthèse de l'ATP. Donc, est-ce que les adaptations sont réelles? Je ne suis pas sûr que ce soit gagné, hein. D'accord, Mm. d'accord. Pour revenir aux mitochondries, donc Vincent nous a dit que c'était très bénéfique pour le côté ben, sportif, bien évidemment, et donc santé. Donc plus on en fait, mieux ce serait. Qu'est-ce que tu nous Oui, dis, Vincent, là-dessus? exactement. Voilà, point, c'est tout. Fin du podcast. Non, mais est-ce qu'il y a euh, une dose optimale ou est-ce que c'est à un moment donné délétère quand même pour l'organisme? Alors, concernant le métabolisme cellulaire, il n'y a pas de limite max. Par contre, au niveau tissulaire, au niveau articulaire, au niveau de la psyché, là, il y a des limites clairement. Et ça dépend des gens. Mais clairement, ce qu'on voit par exemple pour le haut niveau, si je prends cet exemple extrême, le problème des athlètes de haut niveau en cyclisme, en triathlon, c'est qu'ils savent plus comment avoir assez de calories pour pouvoir continuer de s'entraîner. Ouais, c'est le facteur limitant. C'est un vrai facteur limitant. Bon.
Mais peut-être qu'à un niveau amateur où on a, de toute façon, il faut aussi pouvoir dormir, il faut travailler pour manger, etc. euh, la question clé, c'est surtout la récupération, à mon avis. Le seuil à partir duquel il faut arrêter d'augmenter le volume, c'est le seuil à partir duquel on commence à entamer notre récupération. Parce que, on l'oublie un peu trop souvent, la récupération, c'est la moitié du travail. Donc, je pense qu'il n'y a pas de limite vraiment tant que on arrive à respecter cette récupération. Mais les journées n'ont que 24 heures. Exactement. Donc, euh, donc ça dépend, je pense que ça dépend des gens, ça dépend de leur aptitude, ça dépend de la génétique, ça dépend de plein de choses. Euh, le premier phare que vous devez fixer par rapport à votre gestion du volume, c'est vraiment si cela entame votre récupération. Si vous commencez à sentir une fatigue chronique arriver, le un peu, c'est déjà trop tard. D'accord. D'accord. Maintenant, ce que je rebondis sur ce que tu disais par rapport aussi aux facteurs limitants articulaires, musculaires, etc. Je l'ai Mm. bien vu parce que moi, j'ai fait une transition. Je faisais davantage d'ultra trail à une époque, donc jusqu'à des distances de 170 km. J'ai été voilà, Diagonale des Fous, UTMB. Oui. Voilà. Mm. Mais après, j'ai découvert l'ultracyclisme en fait. Et j'ai pu mettre beaucoup plus de volume dans ma pratique d'ultracyclisme que dans ma pratique d'ultra trail. Alors, est-ce qu'il y aurait quand même des limites au niveau de la course à pied, justement, et de la pratique du trail, au niveau bah, plutôt voilà, mécanique, qu'une pratique qui est portée, du coup? Ah oui, c'est certain. À partir du moment où tu as des contraintes mécaniques et des impacts, tu vas avoir des micro-lésions qui sont beaucoup plus importantes au niveau digestif, au niveau des tissus. Et donc, ça va forcément diminuer le pourcentage de volume d'entraînement. De combien, je sais pas trop. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus, Sylvain? J'ai pas les chiffres, mais par contre, en effet, non seulement ce qu'a dit Vincent, mais en plus d'un point de vue cardiovasculaire, c'est facteur beaucoup, 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 beaucoup. On a beaucoup plus d'accidents cardiovasculaires sur la course à pied que sur les sports portés, pour les Et mêmes volumes d'entraînement. pourquoi? Les Alors, chocs, les chocs? bah, j'en parlais avec mon cardiologue justement. J'ai un cardiologue en coaching, là, j'en discute beaucoup avec lui. Moi, il y avait cet aspect-là, et lui, il n'est pas convaincu que ce soit que ça. Donc, c'est peut-être un des points, mais on n'a pas la réponse, hein. Donc là, tout ce qu'on dit, c'est je pense, hein. Ça peut être les chocs, ça peut être le fait que on écrase beaucoup nos vaisseaux sanguins sur le bas du corps. On leur met des compressions importantes et on le voit bien d'ailleurs sur les retours veineux. On n'a pas les mêmes problèmes en course à pied qu'en vélo. Donc, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Beaucoup plus de phénomènes quand même d'ischémie aussi, Peut-être. Ouais, et ouais, et de problèmes digestifs quand même en course à pied, du fait qu'il y a ces chocs répétés. Mm. Moi, je vois beaucoup plus de problématiques quand même en course à pied, aussi déplétion au niveau du fer, etc. Avec les chocs podaux, c'est beaucoup plus c'est ça. important. C'est ça. Ouais, complètement. Mm. Tu disais dans un podcast justement, Vincent, que 3 heures, c'était un peu la limite en course à pied. Et c'est pourquoi? Alors, attends. J'ai pris l'exemple du fait qu'au-delà de 60 000 impacts lors d'un marathon, il y avait une étude ou des études qui avaient montré qu'on commençait à avoir des petites hémorragies internes au niveau du système digestif qui du coup étaient délétères pour la santé. Et que dans ce contexte-là, on pourrait faire l'hypothèse que de ne pas dépasser 60 000 impacts, ça permettrait de profiter des effets bénéfiques de l'endurance sans avoir les effets délétères vu qu'il faut des mois pour récupérer de lésions de ce type. Et il s'avère que 60 000 pas au rythme d'un marathon, ça correspond à faire un marathon à peu près en 3 heures ou moins. Bon, mais en C'est pas fait, la majorité des gens. ah non, mais clairement pas, hein. Ouais. Mais le problème de fond, je sais plus si j'ai ça dans le podcast, mais le problème de fond, en fait, c'est que la majorité des gens qui se mettent à l'endurance ou à un début d'ultra-endurance avec le marathon n'ont clairement pas le niveau. Ils font ça comme si c'était un défi. Et même si c'est beau d'un point de vue psychique, je pense que c'est délétère pour la santé. D'accord. Le problème, il est là. C'est parce que ce sont clairement pas des athlètes. Au sens, ce sont pas des athlètes adaptés à ce genre de choses. Ils sont trop lourds, souvent. Ils n'ont pas le retour élastique au niveau des chevilles. Enfin, Mhm. il n'y a rien qui va. Et c'est très bien que, en fait, j'ai une relation un peu
ambigu avec le marathon pour la majorité des gens parce que j'ai l'impression que les gens veulent se mettre au sport et donc du coup ils font tout de suite un extrême. Mm. Mais parce qu'il y a beaucoup de communication autour de ça. Tu sais, à l'époque, il y a encore 20 ans, une vingtaine d'années, on te disait, tu fais un marathon, tu étais pris pour le roi du village. Aujourd'hui, euh, dans l'ultra-endurance, c'est commun de faire ça à l'entraînement, en fait. Tu vois? Donc, Oui, avec l'explosion de l'ultra-trail, etc., ça a changé un peu le paradigme autour de ça. mais je prends un autre versant qui est la force. Du coup, Sylvain pourra d'ailleurs très largement compléter là-dessus, avec cette fameuse barre des 300 kilos au deadlift. Ouais. Avant, il y a 10-15 ans, personne ne faisait ça, c'était extrêmement rare. Maintenant, il y en a plein qui le font. Mais ce qu'on voit pas, c'est tous les gens qui se pètent le dos en essayant de le faire. Tu vois? Ouais, ouais. Pour moi, c'est un peu le même principe avec cette espèce d'engouement excessif pour le marathon. Les gens, en fait, ils font ça comme un défi, mais ils ne prennent pas le temps de suivre des années de progression. En fait, les gens maintenant ne veulent plus passer du temps à s'entraîner et à voir lentement les progrès s'accumuler. Il faut du temps pour arriver à devenir un athlète dans une discipline. Il faut des années. Et Des années. ouais, c'est pas en 3 mois que tu te fais un marathon normalement. Non, non, pas du tout. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Sylvain. Non, mais c'est carrément ça. En fait, on a perdu le goût de prendre le temps d'avoir les choses. Tu sais, la cathédrale. Tu vois, il faut les meilleurs du monde pour faire un truc qui se construit en 20 ou 100 ans. Et parfois, tu commandes une cathédrale et tu l'auras après ta mort. Et tu vois, on a perdu ce goût-là. Maintenant, il faut que les choses arrivent très très vite. Et nous, on le voit mieux en musculation. C'est que quand tu as pris du temps pour faire de la masse musculaire, par exemple, ce qui est par exemple mon cas, je commence à être vieux, j'ai mis 20 ans à avoir la masse musculaire que j'ai aujourd'hui, et ben même si je m'arrête très longtemps, je conserve environ 90% et de mes perfs et de ma masse musculaire, même sans rien faire du tout. La mémoire du corps, quoi. Ouais, on peut dire ça, ouais. Alors que si quelqu'un se dope et atteint la même masse musculaire que moi pour le même gabarit, dès qu'il arrête, ou même si voilà, eh ben, il va obtenir une perte qui est assez monumentale. Et ça, on le voit beaucoup chez nos jeunes. Nous, on a beaucoup de jeunes dopés là. Je parle des jeunes à 16 ans hein, qui prennent Ah déjà. ouais. Ouais, ouais. Ah, Ouais, c'est ouais. un phénomène qui explose un peu dans le milieu de la musculation. Ouais. Oh, t'as pas Ouais. idée à quel point. Tu fais une descente dans je dirais pas le nom d'un club, mais il y a des clubs voilà, où il y a beaucoup de jeunes. Tu fais une descente, tu fais des prises de sang ou tu fais des contrôles. Tu vas trouver 60% parfois des jeunes qui ont des produits dopants dans le sang. Ouais, carrément, quoi. Pour Ouais. rien en plus, hein, pour des perfs à la con, hein. Oui, en plus, parfois, oui. Ah ouais. Ah oui, mais je dis ça parce que c'est arrivé. On a eu des contrôles et il y a beaucoup de jeunes qui étaient dopés. Ouais. Mm. Ok. Mais du coup, cette problématique pour le marathon, je pense que, enfin, à mes yeux de puriste, concernant la préparation physique, la prévention des blessures, on se met à la course à pied, très bien. On veut faire le marathon, très bien. Ben, c'est un objectif qui arrivera en fonction de son gabarit au bout de 2 ans ou de 3 ans, mais Voire pas plus. avant. Ouais, voilà, mais vraiment pas avant. Et les gens qui font de l'ultra-endurance, à mes yeux, souvent, c'est déjà des gens qui ont, alors déjà, peut-être la génétique pour ça, l'anatomie, la morphoanatomie pour ça, mais aussi des années d'expérience. Et donc là, pour le coup, ma règle des 60 000 pas par rapport aux hémorragies internes, là, enfin cette espèce d'hypothèse que j'avais faite, elle ne Mhm. tient plus pour des gens qui ont accumulé des années et des années d'expérience pour qui leur corps est parfaitement entraîné. D'accord. D'accord. Mais sur ce que tu dis, tu vois, moi, quand j'ai un athlète qui me contacte et qui veut que je l'accompagne, j'en ai eu des fois qui me disent, bah voilà, j'ai pas de passif dans le milieu de l'ultra trail, par exemple, mais voilà, aujourd'hui, le Graal, c'est un peu les courses de l'UTMB. Je veux aller sur un 170 km pour faire cette distance-là, mais voilà, j'ai pas de passif. Donc, il faut toujours voir l'individu dans sa globalité avant de lui proposer quelque chose et le mettre un peu face à ses réalités aussi et lui dire Mm. que le cheminement, il doit être long. Et c'est justement ça que personnellement je trouve le plus beau, c'est et le plus constructif, c'est le chemin pour y arriver, quoi, en fait. Carrément, carrément. C'est pas le bout du chemin qui compte, c'est le chemin que tu as parcouru pour y arriver. Exactement. Euh, donc, on privilégierait quand même un sport porté, du coup, plutôt que la course à pied, si on veut être principalement quand même dans une notion de santé, même si c'est sur du très long, on dirait qu'il vaudrait mieux être quand même sur un sport porté. Bref, ça dépend. Si tu as un chat maigre, je pense et que tu t'es habitué toute ta vie à courir énormément, je pense que tu peux très bien courir autant que tu veux, au moins jusqu'à 60-70 ans sans souci. Peut-être qu'à partir de 65-70 piges,
va falloir accentuer un peu plus sur les sports portés parce qu'il y a moins d'impact et parce que la sarcopénie fait que tu as du mal à lutter contre les dégâts des impacts. Mais je pense que avant 65, 70 ans, on peut continuer à s'entraîner en course à pied si on aime ça et si on voit que du coup, il n'y a pas d'effet négatif aussi sur nous. D'accord. Ok. J'aimerais qu'on évoque, là, on a évoqué le côté physique. J'aimerais qu'on évoque le côté quand même nutrition. Mm. Pareil, gros facteur de santé. Ça participe grandement, voilà, à tout ce qui est vitalité et une santé optimale. Euh, on entend beaucoup de choses aussi entre les différents modes alimentaires, régimes alimentaires, etc. Euh, quelles seraient des recommandations de base pour quelqu'un qui, voilà, qui débuterait dans l'alimentation et qui voudrait se refaire un régime santé, on va dire? Déjà, revenir à la nature. Alors, ça veut tout et rien dire parce que le plutonium, c'est naturel aussi. C'est pas pour autant que c'est bon si tu en manges, tu vois. Mais je veux dire par là que déjà, tu t'éloignes de l'industrie, tu élimines énormément des facteurs négatifs dont parlait Vincent tout à l'heure. Un produit transformé, il y avait une publication en 2019 qui montrait que 15% de produits transformés en termes de calories sur la journée, 15% de tes calories sous forme de produits transformés, ça augmentait de 50% les risques de cancer. Donc l'étude, elle vaut ce qu'elle veut, elle vaut ce qu'elle vaut, pardon. C'est-à-dire que c'est forcément un peu biaisé, ça dépend quel type de produit transformé tu consommes, ça dépend combien de calories tu manges. La moitié de 3000 calories, c'est pas la même chose que la moitié de 2000. Donc, euh, il y a ça à prendre en compte. Mais néanmoins, plus 50%, c'est tellement significatif que voilà, c'est colossal. Donc, première chose, c'est ça, revenir à des produits qui poussent, qu'on peut trouver dans la nature. Les transformer le moins possible, ni par la cuisson, ni par la préparation, et encore moins la mélanger chimiquement. Alors, chimiquement, ça veut tout rien dire, mais je veux dire pas passer par l'industrie pour ça. Donc, aller voir son paysan, si on en a un à côté, récupérer des choses qui sont produites par la nature, c'est le premier point déjà. Et ensuite, il y a énormément de choses sur lesquelles c'est pas facile d'éduquer les gens. Ce qu'il faut au départ, c'est que nous, on leur donne un petit peu des, euh, des exemples de menus, parce que il n'y a aucune capacité du corps humain à reconnaître le nombre de calories qu'on a ingérées. Il y a Ah, une d'accord. seule. En fait, si tu veux, pour faire simple, tu as plein de récepteurs dans ton organisme qui reçoivent des molécules qui permettent d'informer sur ce que tu as mangé. Moi, j'en connais une trentaine. Je pense il en existe peu davantage que 30. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup que je ne connais pas. Mais donc, c'est un ordre d'idée. Et sur ces 30 là, il y en a une seule de molécule qui prend en compte le nombre de calories que tu ingères. Ça s'appelle PYY. PYY en anglais. C'est D'accord. la seule. Tous les autres marqueurs, ils ne prennent absolument pas en considération le nombre de calories. Ce qui fait que tu ne peux pas dire à quelqu'un mange ad libitum, c'est-à-dire à la fin, selon ta faim, et espérer qu'il ait des apports qui soient cohérents. C'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Alors ça fonctionne. Ça ne joue même pas sur gréline et leptine, alors, du coup, pour tout Alors, ce qui est satiété? ghrelin et leptine sont souvent présentés comme étant les deux gros marqueurs de la satiété et de la faim respectivement, mais qui en fait sont une chaîne de cascade de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres molécules qui vont intervenir à différentes étapes de la digestion ou de la non-digestion, c'est-à-dire l'absence d'aliments dans le tube digestif, par exemple, mais qui ne sont pas nécessairement les plus importants. Par exemple, le but de la leptine, c'est de stimuler alpha-MSH, et alpha-MSH, c'est infiniment plus puissant que la leptine. Donc l'alpha et l'oméga, c'est pas ce qu'on nous présente régulièrement dans les études. Et d'ailleurs, ce qui est très particulier, c'est qu'un obèse, par exemple, il produit beaucoup plus de leptine que quelqu'un qui est maigre. D'accord. Donc tu te Ok. dis, théoriquement, il devrait avoir moins faim. Ouais. Eh ben non, parce que comme n'importe quelle molécule sécrétée par l'organisme qui attend une réponse liée à une fixation sur un récepteur, quand tu en as trop, tu développes une résistance. Et donc les obèses développent une résistance. Donc tu vois, la faim, en fait, elle n'est pas corrélée à des réels besoins. C'est ça qui est assez perturbant. Alors bien sûr, quelqu'un qui mange naturel, qui mange des pommes de terre, qui mange du riz, qui mange du bœuf qui a couru à côté de son champ, et des œufs que les poules ont pondus chez lui, il va avoir une satiété qui est plus corrélée à ses besoins que quelqu'un qui va manger des produits transformés. Ça, c'est une certitude. Mais il ne faut pas compter que sur ça. Donc après, il faut apprendre les quantités. Par exemple, moi, j'utilise les points. Je regarde le point de ma personne et je lui dis, bah voilà, ça, c'est à peu près 100 grammes, à peu près 120 grammes, etc. Et je lui apprends à faire ces assiettes comme ça. Et ça permet à peu près d'avoir des ressentis. Puis après, bah,
ceux qui sont capables de peser et qui s'y tiennent sans que ce soit difficile, on peut faire des choses grammées. Mais déjà, si tu sais combien de protéines tu dois manger à peu près par jour, ce qui représente en gros quelques steaks, quelques morceaux de viande de volaille, quelques œufs, peu importe la forme sous laquelle ils prennent leurs protéines, c'est déjà une bonne chose. Et le plus souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on ne choisit pas les protéines à équilibrer en premier, on choisit soit les glucides, soit les lipides. Et à mon sens, c'est une énorme erreur parce que pour moi, la Mm. première chose que tu dois équilibrer dans ton alimentation, c'est les Exactement. protéines. Mais ce que tu dis, c'est un révélateur parce qu'avec toutes les personnes que j'accompagne sur le côté nutritionnel, j'ai une grande majorité où je vois qu'il y a un cri en manque de protéines, en fait. Ben oui, Et beaucoup, ben, du coup, d'apports en glucides de mauvaise ouais, qualité et déstructurés dans la journée. ok. Ouais, ouais C'est- ça me semble logique, malheureusement. Si tu veux les inciter à manger plus de protéines, tu peux leur dire que dans les protéines, il y a un acide aminé qui s'appelle la L-carnitine, qui est un transporteur des acides gras qui Bah, amène les acides gras dans la mitochondrie pour faire la bêta-oxydation. D'accord. Ok. alors d'ailleurs, petite astuce là-dessus, et je fais un petit teasing pour notre formation sur les compléments alimentaires. Si tu as quelqu'un qui mange régulièrement de la viande, tu lui mets 1 litre, j'exagère volontairement, c'est impossible, hein, mais tu lui mets 1 litre en intraveineuse de L-carnitine, et la L-carnitine transférase ne va absolument pas bouger dans son organisme. D'accord. Il n'y aura aucune amélioration. Tu prends quelqu'un qui est vegan et qui va avoir un apport en carnitine très faible, tu lui donnes un tout petit peu de L-carnitine, et la bêta-oxydation, elle devient hyper efficace pour lui. Pourquoi? Parce D'accord. que tout simplement, il est carencé. Tu vas Ouais. pas le voir sur une prise de sang parce que c'est pas ce qui est circulant qui compte, mais ce qui est actif. Donc en l'occurrence la L-carnitine transférase ou les dérivés. Donc c'est intracellulaire. Donc tu le vois pas en circulant. Et donc tu D'accord. vois, c'est perturbant parce que les médecins vont te dire mais regardez, elle est super bien ma petite prise de sang là, c'est magnifique, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais mais non, c'est intracellulaire qui compte. Mm. D'accord. D'accord. Donc ça, faire attention aux protéines. Mm. Et qu'est-ce que tu dirais sur, tu vois, on a diabolisé d'un côté les lipides, donc les graisses, et de l'autre les glucides à une période. Alors maintenant, il y a des écoles, voilà, il y a le cétogène, il y a ceux qui ne durent que par les glucides. Pour quelqu'un qui n'a pas forcément une activité, je parle de 15-20 heures par semaine de sport, hein, on entend bien, mais qu'est-ce que tu conseillerais, toi, sur ce versant-là, des glucides, puis des lipides? Alors, en fait, voilà comment moi j'équilibre les choses. D'abord, j'équilibre les protéines. C'est la première chose sur laquelle je joue. Une fois que c'est accordé, j'amène les besoins en acides gras. Et j'insiste bien, pas en lipides, en acides gras. Une fois que les besoins en acides gras sont couverts, là, je commence à monter mes glucides pour que les apports énergétiques soient suffisants. Et généralement, on dépasse allègrement les 55% du total calorique, mais ça dépend de l'activité, hein. On est bien d'accord, hein. Ça dépend de la durée du sport, ça dépend de l'intensité du sport. Donc, il y a plein de facteurs à prendre en considération. Et ensuite seulement, je termine avec mes lipides. Le gap qui reste en calories à ajouter, je le mets en lipides. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Première chose, il ne faut pas oublier que les lipides, avant tout, ils sont fonctionnels. Ils ont des fonctions dans l'organisme, que ce soit pour la création des hormones, que ce soit pour la plasticité des membranes, peu importe, ils ont des fonctions. Une fois que ces fonctions elles sont assurées, leur rôle, c'est d'être stockés parce qu'ils ont une masse, enfin, une densité volumique, pardon, qui est très faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le corps va majoritairement stocker sous forme de triacylglycérol, de triglycérides comme on dit vulgairement, parce que c'est pas lourd, si on veut simplifier. C'est pas lourd, donc on peut stocker beaucoup d'ATP ou de potentiel ATP sous forme de graisse, alors que tu fais la même chose sous forme d'ATP et tu te mets à peser 240 kilos, quoi. Donc, évidemment, c'est pas cohérent. Donc voilà, c'est ça. Autre chose, tu prends la même quantité de calories, donc admettons, je sais pas, 3000 calories, et il y a d'un côté, tu mets 50% de lipides, de l'autre côté, tu mets les apports classiques en lipides, je sais pas, 25-30%. Tu regardes la masse sur la balance, c'est pareil. Il y a le même nombre d'atomes qui sont rentrés des deux côtés, donc tu as la même masse. Par contre, esthétiquement, tu te rends compte que celui qui a mangé beaucoup de lipides, il a tendance à faire moins de masse maigre et un peu plus de masse grasse. Pourquoi? D'accord. C'est pas parce que tu as un métabolisme qui permet de transformer tes acides gras en, en glucides ou même en acides aminés par des voies dérivées dans ton foie que ces voies-là vont se mettre en place. Parce que ces voies, elles sont coûteuses. Donc l'organisme, il va d'abord sélectionner la voie la plus simple
Et si jamais tu es dans une situation catastrophique, il va se mettre à l'utiliser. Mais de base, il va d'abord stocker. Et ça, on l'observe beaucoup. Quand je prends des culturistes, par exemple, en fin de prépa, tu montes un tout petit peu trop les lipides et tu vois le gras qui se stocke. Alors que le mec, il est pourtant en déficit, tu vois. D'accord. Ok. Ok. Donc ça remet un petit peu en cause le déficit calorique ou pas? Non, non, parce que la balance a bel et bien baissé. Mais par contre, ton ratio de stockage est différent. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus par rapport à... Il y a aussi de nombreuses choses qui circulent sur le déficit calorique, que ça n'existerait pas, qu'on pourrait faire des relances et qu'on pourrait manger plus de calories et malgré tout maigrir. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Vous n'avez jamais suivi un bodybuilder de haut niveau, alors. Ça fait quelques centaines de bodybuilders que j'ai préparés. Maintenant, même hors dopage. En fait, ce qui se passe, c'est revenons-en à la loi de la thermodynamique. Ok. Tu as une conservation de la masse, tu as une conservation de l'énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends une bouteille, si je mets de l'eau dedans, cette bouteille peut potentiellement se remplir d'eau. Si je ne mets pas d'eau dans ma bouteille, je n'ai pas une augmentation de la quantité d'H2O contenue dans cette bouteille. C'est bien les atomes qui rentrent dans la bouteille qui vont former la quantité de masse contenue dans la bouteille. Un corps, c'est pareil. L'organisme, on y amène des atomes comment? En respirant et en mangeant de la matière. Et ensuite, on va stocker cette matière et on va l'expulser en partie sous forme de CO2 et en partie sous forme d'H2O quand on transpire ou qu'on évapore notre eau du corps. Mais la grosse majorité, c'est le CO2 qui est extrait grâce au cycle de Krebs. Vous connaissez un petit peu la transformation de Hmm. l'acétyl. Bah, ça va vous produire du CO2 et ce CO2, on l'évacue. Donc, c'est bien de la perte de la masse. Donc, dit autrement, si on n'amène pas autant de masse par l'alimentation que de masse qui sort sous forme de CO2, notre masse, elle diminue. À l'inverse, si on amène plus de masse en mangeant que de masse qui sort par notre corps sous forme de CO2, la masse, elle monte. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas moyen de contredire ni Newton, ni Einstein, ni les plus grands chercheurs du monde sur ce domaine-là. Ah, oui, je suis totalement en accord, mais après, voilà, on véhicule un peu l'image de la baisse du métabolisme qui fait qu'on va se mettre en mode stockage et que justement le fait de trop réduire ses calories pourrait avoir justement l'effet inverse, quoi. Tu connais l'étude de Minnesota Study? Non. Ah, elle est magnifique, Minnesota Study. C'est incroyable. Dans les années 40, on a pris des gens, on leur a dit, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous paye? On vous met dans des camps de concentration. Dans les années 40, hein, imagine. On vous met dans des camps de concentration, on vous fait faire des travaux monumentaux tous les jours et on va vous affamer. Vous êtes d'accord ou pas? Bah, il y a eu des volontaires. Il y a des gens qui ont dit oui. Donc, ça s'est passé dans le Minnesota. Ils ont mis des gens dans des. Alors, c'est pas des vrais camps de la mort, hein, qu'on soit bien d'accord. Les gens étaient là Oui, de oui. volonté. Et on leur a fait faire environ 3200 calories de dépenses journalières, mais on leur donnait seulement la moitié en calories. Donc, les gars étaient en déficit calorique de 50%, ce qui est monstrueux, hein. Et donc, on a attendu 6 mois, et on a vu ce qui s'est passé. Les gars sont sortis, mais squelettiques, comme dans les camps de la mort. Et pour certains, on leur a redonné à manger. Et ensuite, on a mesuré les taux d'hormones circulantes, la reprise de masse, etc., quand on les a refeed. Et on s'est rendu compte, en fait, que ces gens-là, le simple fait de les faire manger 5 jours isocaloriques, donc juste les besoins, bah voilà, les vrais besoins, et hop, les hormones revenaient à un taux normal. Donc, D'accord. ceux qui vont te dire, moi j'ai fait 2 mois de diète et mon métabolisme est dans les chaussettes, il ne remonte plus, Ouais. c'est les camps de la mort, hein. Ouais, effectivement. Et puis après, dans ces situations-là, des fois, les gens ont du mal, justement, tu parlais de quantifier un petit peu les apports, les quantités, etc. Beaucoup sous-estiment en fait leurs apports dans la journée, ce qui fait qu'ils croient qu'ils sont à 1500 calories, alors qu'en fait, pas du tout, Hmm. quoi. Bah, tu C'est vois, je beaucoup plus. prends une cliente, excuse-moi Vincent, je Oui, prends les vas-y, vas-y. clientes, elle suit mon programme, elle prend du poids. Je dis, c'est impossible, vous ne pouvez pas prendre du poids, ce que je dis, c'est impossible. Vous ne respectez pas un des éléments. Elle insistait, j'ai fini par voir ce qu'elle faisait, donc je lui ai demandé, bah, chaque minute de votre vie, quand vous vous levez, écrivez ce qui se passe. Et en fait, à bout d'un moment, je l'ai arrêtée parce qu'elle mettait de l'huile dans la poêle. Et elle me dit, non, mais c'est rien, c'est une cuillère à soupe. 90 cales, une cuillère à soupe. Eh 90 oui, multiplié par 365 jours, ça faisait quelque chose comme 126 000 cales. 126 000 cales, sachant qu'un marathon, c'est 3 000 cales en moyenne. Bim. ouais, Voilà, pour l'éliminer, il faut faire 40 marathons. Qu'est-ce qu'on fait? ouais. Une cuillère à soupe d'huile, c'est 40 marathons pour l'éliminer sur un an. Voilà. Ben, c'est monstrueux. Et ça, c'est évident que c'est indolore.
pour les gens. Ils ne peuvent pas se rendre compte qu'une cuillère à soupe, ça va avoir autant de conséquences. Ils peuvent pas se dire, je mets ma cuillère à soupe, il me faudra 40 marathons pour éliminer la totalité de l'année. Mm. Ouais. Mm. Ouais, pour compléter par rapport à tout ça, je pense qu'il y a trois éléments. Le premier, c'est que il y a une dissonance entre ce que racontent les gens sur les réseaux sociaux, les influenceurs qui parlent de tout ça, et ce que raconte la recherche, parce qu'ils ne comprennent pas en fait ce que racontent les études. Souvent, c'est des trucs qui sont faits sur les animaux, et les animaux n'ont pas du tout les mêmes cycles métaboliques, les mêmes fonctionnements, et les chercheurs le savent bien d'ailleurs, et les chercheurs ne disent pas ça. Ils disent, ok, ça marche pour la souris. Maintenant, ça peut peut-être mener à une étude pilote chez un humain ou chez des humains, mais ils sont extrêmement précautionneux et ça amène d'ailleurs à tout un tas de problèmes parce qu'il y a plein de gens qui, par exemple, qui croient dans le jeûne parce qu'effectivement, ça marche chez la souris, bon, pour les bénéfices sur la santé et la longévité, mais ça n'a jamais été prouvé chez l'être humain et ça ne marche pas chez l'être humain. Le second problème, c'est que en fait, pour le coup, chez l'être humain, ce qu'on voit effectivement, c'est que dans des cas particuliers de personnes sédentaires, lorsqu'il y a un excès de fructose, par exemple, ça peut faire décroître le métabolisme parce que du coup, ben, les mitochondries fonctionnent moins bien et ça peut amener à d'autres problèmes, mais pas dans un cadre sportif. Et à l'heure actuelle, c'est juste une hypothèse, on voit des effets, mais c'est pas encore correctement quantifié. Et donc, le fait de dire qu'on a son métabolisme qui crache, peut-être à cause d'un excès de sucre, il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. La recherche ne dit pas ça à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un deuxième élément qui peut amener à confusion par rapport au mode alimentaire et le fait de bannir, de vouloir bannir le sucre. Et le troisième point, oui. Juste, tu parles du fructose, mais qu'on s'entende bien, c'est principalement quand même ceux qu'on va retrouver dans les produits transformés que les fruits en soi. Bien sûr, il ne faut pas manger 20 Oui, oui, fruits par jour, mais bien sûr. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il s'avère qu'on peut produire du fructose de manière endogène lorsqu'on a des variations de glycémie qui sont élevées. C'est ce qui fait dire aux gens du régime cétogène qu'il ne faut pas manger de glucides parce que du coup, on a des variations glycémiques qui sont plus basses, donc moins de production d'acide urique. Bon, c'est un point. Et un troisième point aussi, pour prendre un autre exemple, un cas d'étude américain d'une dame qui était très très obèse, qui faisait plus de 200 kilos, et qui avait tout essayé, tous les régimes, elle avait essayé les opérations chirurgicales de l'estomac pour réduire la taille de l'estomac, ce genre de choses, les bypass, les double bypass, etc., etc. Il n'y a rien qui y faisait. Et un jour, c'est-à-dire que cette dame, elle a eu un accident de voiture, elle est passée sous un train, et elle a perdu ses deux bras. Et en un an, elle a perdu 100 kilos. ah ouais. Parce qu'elle était nourrie de force par les gens à l'hôpital et que du coup, enfin, ils avaient parfaitement calibré ce dont elle avait besoin et donc c'était niette. Et donc elle a perdu 100 kilos de poids de corps. Et là, j'en viens à un autre problème qui est un peu plus subtil peut-être, c'est que euh, il y a certains aliments comme les aliments sucrés qui ont tendance à modifier notre comportement et qui ont tendance à nous pousser vers la faim. C'est ce qu'expliquait Sylvain tout à l'heure sur le fait qu'il y a certains produits qui nous poussent à manger plus. Et donc, entre ce que je t'ai raconté sur les animaux, les problèmes problématiques du fructose, les problèmes de comportementaux par rapport à la nutrition, ça fait un bloubli-boulga qui, pour un influenceur qui veut de la visibilité et pas de la vérité, il dit, OK, arrêtez les sucres, les mecs, c'est fini. C'est la voie de la vérité. Non, mais Ouais. c'est vrai, hein. Ouais, 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 ouais. Donc, le problème, il est, à mon avis, le, enfin, l'un des problèmes, c'est ça, ce manque de recul et cette simplification de l'information et cette non-compréhension de l'information. Mais en fait, on en revient comme avant pour les recommandations de base générales d'hygiène de vie. La nutrition, en fait, c'est simple. C'est juste qu'on la complexifie complètement. Si on part du principe qu'on mange le moins transformé possible, des produits bruts, alors de préférence locale, de saison, c'est encore mieux. Qu'on a une quantité de fibres intéressante, des fruits, des légumes, une bonne quantité de protéines, des lipides de qualité, on pense notamment aux oméga 3, etc. Globalement, on ne se trompe pas beaucoup. Si on est aussi dans le respect de la balance calorique, on ne va pas se tromper beaucoup. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'éducation aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que, je prends mon exemple personnel, mais j'ai dû refaire l'éducation nutritionnelle de mes propres parents. Voilà. Aujourd'hui, ils me remercient parce qu'ils sont en pleine santé grâce à ça. Ils ont 60 ans, ils sont pleins de vie. Ils n'ont jamais été aussi en forme. Mais mon- à l'inverse, moi, j'ai eu des mauvaises recommandations nutritionnelles de la part de mon cercle familial. Mm. Hmm.
Ils vivent en ville, tes parents? Non, non, pas du tout. Là, on est presque en montagne, on va dire. Je suis dans les Alpes-Maritimes, moi. D'accord. Je reviens sur ce que je dis tout à l'heure, je me suis trompé dans mon calcul, ça fait 30 000 cales, donc ça fait 10 marathons. D'accord. Ok. Ok, ok. C'est beaucoup. C'était vraiment Par, beaucoup. par contre, du coup, dernière question juste sur le côté nutritionnel. On entend parler un peu des ApoE, enfin beaucoup, même sur certains médias. Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous deux, là-dessus? Je pense notamment au docteur Georges Mouton qui en parle beaucoup. Il y a Mhm. Anthony Berthoud aussi qui en a parlé un petit peu, notamment dans son dernier livre. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Tu parles des ApoE sur les lipoprotéines. Je Bah, pense, ouais. oui, voilà, exactement, ouais. Ouais, je sais pas, Vincent, si tu veux commencer, mais ouais, n'importe. Alors, en fait, les ApoE, donc, ce sont des lipoprotéines qui sont sur les transporteurs du cholestérol et des acides gras, donc le LDL, le HDL, ce genre de choses. Et il s'avère que quand tu peux avoir des modifications de la structure de tes ApoE qui vont venir s'ancrer sur les tissus pour faire transférer le gras, le cholestérol, en fonction de ta génétique. Il y a certains ancrages qui se font plus facilement, plus difficilement, pour dire les choses simplement. Et tu as certaines mutations génétiques, comme ApoE4, qui peuvent à- qui peuvent amener à plus de risques de plaques d'artérome et donc d'accidents aussi cardiovasculaires lorsqu'on est très âgé. Ce qui fait dire du coup à des gens, des médecins ou les gens que tu as mentionnés, que on devrait modifier son alimentation Ouais. en fonction de ces mutations génétiques, donc de faire une détection au préalable, pour peut-être prévenir les problèmes plus tard et améliorer son espérance de vie. Bon, sur le principe, l'idée est bonne. Alors, j'ai pas d'opinion tranchée sur ce sujet, mais à l'heure actuelle, ce que raconte la recherche scientifique sur le sujet, parce qu'évidemment, si ces gens-là y ont pensé, il y a des chercheurs beaucoup plus intelligents et en nombre qui ont pensé le truc, qui ont testé le truc, et ils ont pris des cas extrêmes, par exemple des gens qui sont obèses, donc qui ont sont des situations métaboliques graves, où pour le coup les risques de rupture de plaques, d'athérome ou les accidents cardiovasculaires peuvent arriver beaucoup plus facilement. Et ils ont testé, ils ont modulé leur alimentation en fonction de leur mutation génétique, ApoE2, ApoE3, ApoE4, etc. Ils ont fait ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et ils n'ont rien trouvé. Euh, le problème, donc là, ça c'est un argument. Maintenant, si je mets de l'eau dans mon vin, la problématique des ruptures de plaques d'athérome ou la création des plaques d'athérome dans le système sanguin, c'est que c'est un mécanisme qui prend des décennies. Du coup, peut-être que les études sont pas assez longues. Voilà. Donc, à mes yeux, cette problématique de moduler son alimentation en fonction d'une mutation génétique particulière, est-ce que dans la balance du mode de vie, elle est importante en comparaison de l'activité cardiovasculaire et d'un meilleur sommeil? À mon humble avis, je pense que non. Je pense que D'accord. quelqu'un qui a une activité physique cardiovasculaire très régulière et qui a un excellent sommeil et qui a une alimentation équilibrée, il n'a pas besoin de moduler son alimentation spécifiquement par rapport à ApoE4, même s'il a ApoE4. Je pense que c'est une erreur scientifique. Ça n'a Oui, Mais pas de c'est aller c'est mon chercher des opinion. spécificités pour pas grand-chose, alors qu'il faudrait se concentrer déjà sur les bases, quoi. Et oui, Ouais. et puis ça a pas de sens évolutionniste. C'est-à-dire que si on a vécu 7 millions d'années en n'ayant pas le choix de ce qu'on mange, ceux qui avaient, par exemple, la version 4 d'APOE, ils auraient eu des gros soucis de santé et ils n'auraient pas continué à transmettre leurs gènes. Donc, par définition, s'ils ont réussi à le faire, ça veut dire qu'il y a bien des éléments qui sont présents aujourd'hui qui n'étaient pas présents à l'époque et qui créent des problèmes. Et une des raisons à ça, c'est par exemple le niveau d'inflammation, la capacité de Mm. tolérance de notre organisme. Tu ne crées pas de plaque d'athérome si tu as un système immunitaire qui est normal avec une inflammation qui est basse et normale, quoi. Donc, voilà, ça répond à plusieurs choses, ça. D'accord. D'accord. Donc, comme on a dit majoritairement dans l'épisode, se concentrer aussi déjà sur les bases, ce sera déjà très très bien avant d'aller chercher des réelles spécificités ou des raccourcis, parce qu'on cherche toujours la méthode en fait miracle, mais ça n'existe pas en Non. nutrition. Ouais.
En fait, à mes yeux, l'enjeu, c'est finalement, c'est triste, mais les bases, ça coûte rien finalement. L'activité physique, bien manger. Les seules petites choses sur lesquelles on peut jouer peut-être, c'est parce que notre alimentation peut manquer. Notre alimentation moderne fait que du coup, il y a certains nutriments qui peuvent manquer par rapport à ce dont on a besoin, surtout si on est sportif. L'exemple de la coenzyme, c'est un exemple flagrant. Il y a aussi l'exemple des oméga 3, des acides gras polyinsaturés. Il y a deux, trois trucs comme ça. Et donc là, effectivement, peut-être que la complémentation, au vu de la civilisation dans laquelle on est et de la manière dont sont produits les aliments, ça peut avoir un intérêt. Mais si vous dormez bien, que vous avez une activité physique régulière, que vous mangez simplement, vous avez déjà régulé 90% des problématiques. Bah oui, en contact partout sur le globe, hein. Il n'y a que dans les pays occidentaux, avec les abus et voilà, les transformations qu'on connaît, nous, qui connaissent la plupart des maladies métaboliques ou des maladies de transformation, ce qui n'est pas le cas, je sais pas, en Afrique centrale, ce qui n'est pas le cas en Amérique du Sud, etc. Ouais. Ok. On parlait justement de produits, on va dire, non transformés, qui poussent dans les arbres, etc. Mais du coup, ça en revient au complément alimentaire. Un complément alimentaire, il pousse pas dans un arbre. Pourtant, vous avez fait une formation là-dessus. Donc, il y a beaucoup de marketing autour de ça aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est indispensable? Bon, Vincent a répondu là un petit peu. Si on fait déjà les bases, globalement, c'est aller chercher quand même les spécificités. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, la qualité de notre alimentation fait que malgré tout, doit avoir recours à des compléments alimentaires? Alors, je pars pour une personne qui est, voilà, une activité physique normale sans être dans le côté un peu outrancier. Et peut-être une différence entre un sédentaire et un sportif au niveau de ce critère-là? Oui, alors peut-être revenir déjà sur le fait que ni Vincent ni moi ne touchons et n'avons d'action dans quoi que ce soit qui doit apporter de l'argent pour vendre des compléments alimentaires, qu'on soit bien d'accord. On fait Ouais. ça parce que on constate qu'il y a un défaut et de communication et de compréhension de la science. Peut-être que nous aussi, hein, on ne prétend pas tout savoir. Et on voulait que les gens aient accès à ce que nous on comprend et surtout à la justification de ce que nous on comprend. Et donc, en effet, un sédentaire et quelqu'un qui fait de l'activité physique, a fortiori, plus il va vers le haut niveau, plus ce que je dis est vrai, risque d'avoir, le sportif risque d'avoir beaucoup plus de besoins en supplémentation que le non sportif. Mais même chez les sédentaires, des personnes qui vont se retrouver dans des lieux, des zones géographiques ou dans des conditions particulières, que ce soit le travail ou quoi que ce soit, qui vont manquer de certains aliments, peuvent être carencés. Et on l'a constaté. Je ne l'évoquerai pas ici parce que je ne veux pas que tu aies des soucis avec ta chaîne, mais par exemple, pendant le Covid, on a constaté des choses importantes sur certaines carences. Et donc, ça pourrait justifier, même dans la population générale, parfois de se supplémenter. Mm. D'accord. OK. En fait, le principe de cette formation, c'est de retrouver la profondeur au niveau du savoir, parce que on entend tout le temps sur les réseaux sociaux, oui, bah, prenez ces vitamines, c'est des antioxydants, etc., mais ça va pas plus loin. À quoi ça sert les antioxydants? Ça veut dire quoi détox? Ça veut dire quoi basifier? Et donc, le but de la formation, ce n'est pas de promouvoir les compléments alimentaires, c'est juste de montrer exactement ce qu'ils font, pourquoi ils le font, dans quel cas très particulier ça peut être utile, et c'est tout. Et quand même, ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, les compléments, c'est rarement utile, sauf cas particuliers. D'ailleurs, il y en a plusieurs de compléments sur lesquels on dit très clairement qu'ils ne sont pas du tout efficaces ou qu'il ne faut pas en prendre parce que parfois ils sont même dangereux. Enfin, Ouais, dans une situation. ouais. Alors, lesquels, du coup? Bah, c'est surtout parce que Hmm. les miennes, il n'y en a aucune qui est dangereuse dans les miennes. Alors, donc, tu en as plusieurs. Tu as la spiruline. Ouais, d'accord. En gros, la spiruline, ça vient d'une espèce de bactérie qui est broyée et il s'avère qu'il y a des éléments qui sont toxiques dedans. Il y a des neurotoxiques dedans. Et donc, même si ça a certains bénéfices pour des apports en vitamines que tu pourrais largement trouver ailleurs, tu as quand même un produit toxique dedans. Donc, peu importe la dose, ça reste négatif. Il y a d'autres trucs aussi avec la spiruline, mais rien que ça, déjà, c'est un argument. Tu as un complément qui coûte extrêmement cher, mais vraiment, qui coûte super cher, c'est le resveratrol. Ouais. On sait que c'est extrêmement délétère pour la santé, que ça a été même testé chez des cyclistes, et ça faisait décroître leur VO2 max.
Ah, carrément. Ouais, carrément. Sauf que, bon, bah, comme ça vient des Amériques et que là-bas, il y a eu un sponsoring énorme là-dessus de plusieurs millions de dollars parce que tu as un géant pharmaceutique qui a promu le truc en collaboration avec un chercheur renommé, et ben du coup, Qui a ça a écrit mis un la bouquin pagaille. d'ailleurs. Qui a écrit un bouquin Ouais, d'ailleurs. Ouais, même plusieurs d'ailleurs. Mais oui, ouais. oui. Donc tu vois, c'est un problème ça. Pareil, la coenzyme Q10, donc ce qu'on appelle l'ubiquinone, versus l'ubiquinol. D'accord? L'ubiquinone, donc l'ubiquinone, la Q10, ça coûte 10 à 20 centimes la gélule. L'ubiquinol, ça coûte entre 1 € et 3 € la gélule. Donc il y en a un qui est entre 5 et 20 fois plus cher. Ok. L'ubiquinol, ils prétendent que c'est beaucoup mieux pour la santé, parce que, soi-disant, dans le mécanisme de la mitochondrie, en fait, avec le temps, on en produit moins, donc c'est ça l'élément clé qu'il faut cibler. Et en fait, ça fait maintenant une dizaine d'années que ça a été complètement déconstruit, ça. Et que les seuls articles scientifiques qui disent que l'ubiquinol est mieux que l'ubiquinone, ce sont des articles scientifiques qui sont sponsorisés par des lobbies pharmaceutiques. Il Encore y a une fois. toujours quelque chose derrière, quoi. Ouais, mais la science que raconte la science, elle est très claire sur le sujet. C'est que en gros, c'est la Q10 qu'il faut pour la santé. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que ce qui est observé, c'est que les gens qui prennent de la Q10 sont les seuls dans les groupes versus ubiquinol qui en gros ont moins de risques au niveau des accidents cardiovasculaires. Les gens qui prennent de l'ubiquinol ont les mêmes risques cardiovasculaires que les gens normaux, ce qui montre qu'il y a un problème. Tu vois? Et donc il y a des choses comme ça, et donc on montre ça pour plusieurs compléments différents. Alors évidemment, il y en a que certains qui sont utiles, il y en a certains qui on casse des mythes. Par exemple, la L-taurine. Ouais. La taurine, c'est un truc, on dit ouais, c'est un excitant, c'est dangereux, etc. Pas du tout, mais absolument pas du tout. On les met souvent dans les boissons énergisantes parce que ça permet de contrebalancer les crampes. C'est juste ça. Mais tu peux prendre, en fait, la taurine, ça aide à dormir et à faire des rêves. Donc si tu prends ça 1 heure avant de dormir, tu vas faire des super rêves. Tu vas mieux récupérer. C'est pas du tout un excitant. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et c'est dommage que ces informations-là, comprises dans un cadre bien scientifique et explicitées avec du détail et de la profondeur, avec des liens avec la physiopathologie et le sport, ce soit pas correctement expliqué. Ça l'est très rarement. Et moi-même, et Sylvain aussi, on bosse tous les deux dans des centres de formation dans le domaine de la nutrition et du coaching. On voit pas ça. Donc du coup, bah, on s'est dit, il faut qu'on fasse une formation là-dessus pour aplatir la chose. D'accord. Ok. Et du coup, si on est sportif, est-ce qu'on doit avoir obligatoirement recours à des compléments alimentaires ou pas du tout? Si on veut être dans une optimisation de la performance, par exemple, ou tout simplement pour maintenir son état de santé, faudrait faire quand même des analyses au préalable ou pas du tout? Où il y a vraiment des indispensables auxquels on ne peut pas passer à côté. Alors, je Comme sais tu- pas si tu veux répondre en premier, Sylvain? bah, alors, pour maximiser la performance, ça me semble assez compliqué de passer outre la supplémentation. En effet. D'accord? Par contre, pour la santé, je serais plus mesuré. Qu'on soit bien d'accord. C'est la courbe en U, hein. Quelqu'un qui fait énormément d'activité physique, il y a plein de choses délétères. Si tu veux, on en reparlera une prochaine fois parce on n'aura pas le temps de tout évoquer, mais il y a, voilà, trop d'activité physique en termes de durée et ou d'intensité, ça a des effets délétères. Et le fait de se supplémenter peut diminuer ces effets délétères, les amoindrir, et tout simplement, ça améliore les performances de manière assez colossale. On va pas tout raconter ce qu'on a dans la formation, mais tu vois, par exemple, moi, maintenant, j'en reviens, je suis très fan de la créatine. La D'accord? créatine pour les sports d'endurance, ça a des effets qui sont assez fous, quoi. Hmm. Et puis, pour la Ok. santé court, comme disait un de nos amis, le seul truc négatif qu'on a trouvé sur la créatine, c'est de vivre plus longtemps. Ok. Ok. Et C'est vrai que ouais, côté longévité par exemple, ben, la créatine, ça fait partie des must-have si les personnes n'ont pas de problème au niveau rénaux. Mais par contre, il faut savoir que la créatine n'amène pas des problèmes pour les reins. C'est juste si on a déjà une problématique rénale qu'il ne faut pas en prendre. Sinon, c'est extrêmement bénéfique sur absolument tous les plans, pour la cognition, pour la performance, pour la récupération, pour le sommeil. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Le stockage de glycogène, plus 15%. Ouais, c'est beaucoup ça, hein. C'est énorme. Pour des cyclistes qui veulent avoir du punch sur une fin de course. Ok. Voilà. Euh, et Même sur- après, ouais. la coenzyme Q10, justement, on en parlait, ça peut être utile pour les personnes âgées qui, en fait, en produisent de moins en moins. Et ça peut être un élément clé quand on est en déficit de ça qui peut amener aux crises cardiaques. Donc, ce serait quand même con donc, de ne pas en avoir. Donc, ça, pour les personnes âgées, ça peut être très utile. Après, c'est du cas par cas en fonction des gens, mais il n'a pas de 36 000. Peut-être les oméga 3 aussi, ça peut être Mais encore, discutable. il faut qu'il soit de bonne qualité. Ouais. Il faut qu'il y ait un indice Totox correct. Il faut qu'il Ouais, soit stocké correctement aussi. Enfin, il y a toute une. Avant d'avoir son oméga 3 chez soi, il y a eu toute une chaîne avant qui fait qu'il y a une peroxydation qui s'opère malgré tout. Donc, c'est pour ouais. ça que, honnêtement, oméga 3, j'ai un peu quand même de mal à trouver quelque chose de correct qui respecte toute cette chaîne-là, quoi. Il y en a, mais ça coûte cher. Effectivement. C'est ça le Ouais. problème. Euh, Et que la peroxydation est une comment? À la fois une voie de signalisation cellulaire et à la fois une voie qu'on est habitué à détoxifier, entre guillemets, c'est pas une toxine, mais qu'on est habitué à stabiliser. Donc évidemment, en prendre en quantité importante, c'est très 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 mauvais pour la santé, mais en avoir de petites quantités, c'est pas mortel. Et ça peut même parfois être pas trop trop mal. Donc D'accord. en fait, c'est simple, c'est un bruit de fond. Si tu as ton bruit de fond d'oxydation, tu vas entraîner tout le système qui permet et de combattre l'oxydation lorsqu'elle est trop importante, et tu vas être capable de faire ta signalisation cellulaire de façon normale. Donc, il t'en faut un petit peu. Par contre, si tu dépasses ce seuil de fond, là, tu vas arriver dans une situation qui est potentiellement pathologique. Et si tu dépasses tes capacités, par exemple, du tocopherol à gérer ça, là, tu es dans une situation où tes organes vont être attaqués. Donc, tes membranes vont se mettre à mourir, tes organes vont derrière avoir des gros soucis, puis tu peux développer tout ce qu'on connaît, hein, maladie d'Alzheimer, Parkinson, cancer et compagnie. Ok. Et ouais, ouais, oui, juste un vas-y, point. Vincent. Ouais. En fait, la problématique à chaque fois des compléments, c'est voir la balance bénéfice-risque. Certes, un complément peut amener peut-être à très léger risque sur certains points, mais si les bénéfices dépassent largement les Mm. risques, hein, Et pour le Ouais. coup, la créatine, il n'y a aucun effet délétère. ouais, Ok. Et ça aucun. c'est fort. Est-ce que les cyclistes ils vont retenir, c'est les 10-15% là que vous m'avez Ouais. dit. Donc ça, Par exemple, pour tout ce qui est comment, baisse de la perfusion, ouais. tu as une zone qui est moins perfusée, le fait d'avoir des stocks de créatine plus importants fait que la zone meurt moins facilement. Tu vois, par exemple, une des thérapies actuelles de la créatine dans les hôpitaux qui sont très avancés, hein. On est bien d'accord qu'en France, on l'utilise assez peu, mais dans les hôpitaux très avancés, on injecte de la créatine directement dans des zones qui ont eu des problèmes d'ischémie. Par exemple, les bébés qui naissent avec le cordon qui a trop serré au niveau du cou et qui a privé le cerveau d'oxygène. Le fait d'avoir des injections de créatine fait que les neurones meurent beaucoup plus lentement ou survivent beaucoup plus longtemps et on sauve des bébés ou on sauve en tout cas l'état neurologique du futur bébé comme ça. Donc c'est bien la preuve que ça fonctionne plutôt bien. Et donc dans les sports où tu peux avoir des zones un petit peu en manque de perfusion, eh ben, apporter de la créatine, c'est pas dégueu. Ok. Pour terminer un petit peu sur le côté complémentation, on entend beaucoup collagène, magnésium qui seraient les indispensables. Que penser de ça? Alors là, c'est pas cool de nous faire ça parce que il faudrait du parce que je me suis fait beaucoup d'ennemis Brièvement, hein, je veux dire, mais est-ce que, voilà, il y a beaucoup, beaucoup. Honnêtement, le collagène, dès que j'ouvre Instagram, je vois collagène, quoi. Ouais, en fait, ça dépend. En fait, c'est ce que disent la majorité des études, c'est-à-dire que par exemple pour la peau, on a trouvé des bénéfices. Pour les douleurs articulaires, sur certaines conditions, on a aussi des bénéfices. Les bénéfices vendus par les laboratoires sont globalement faux pour certains. Et en fait, ça dépend sous quelle forme est amené le collagène. Donc, on a des bénéfices, par exemple, avec le collagène natif de type 2 de poulet sur la capacité à réduire l'inflammation locale. Donc, par exemple, tu as des frottements au niveau articulaire et tu as une tendinopathie qui commence à arriver, donc avec des interleukines qui tournent autour. Là, si tu amènes du collagène de type 2 natif, donc c'est-à-dire pas hydrolysé, pas transformé, eh bien, tu vas avoir des cellules particulières, les tanocytes, qui vont recevoir
ces tripeptides, une fois qu'ils auront été prédigérés, par sa propre digestion, j'entends. Hein, ok, tu les amènes natifs, mais ils vont arriver sous forme de diétripeptides dans le sang. Et donc, quand ils vont arriver sur ces zones-là, ils vont diminuer l'inflammation et donc, à terme, ils vont diminuer la douleur. Donc, ça ne soigne pas, on soit bien d'accord. C'est pour ça que c'est un peu particulier de répondre, ça ne soigne pas, mais par contre, tu as une diminution de la douleur. Donc, tu as une capacité potentiellement à mieux supporter ce que tu fais. Et si tu mets en place ce qu'il faut pour derrière guérir, bah, c'est quand même amélioratif, puisque ça fait partie du traitement que les gens aient moins mal. Donc, quand je me suis fâché avec plusieurs nutritionnistes en ligne sur Instagram et compagnie parce que eux ils disaient oui mais regarde il y a pas de remodèlement du tendon, le tendon il n'est pas remodelé donc c'est bien que ça marche pas. Oui mais on ne parle pas de la même chose. Je suis bien d'accord pour dire que c'est la quantité totale d'acides aminés qui arrive qui va faire ton remodelage, mais par contre la différence c'est que toi tu penses que ce sont des acides aminés qui sortent de ta digestion, or ce n'est pas vrai. La digestion des protéines ça ne produit pas 100% d'acides aminés, ça produit pour bonne part des di et des tripeptides qui restent tels quels et qui sont spécifiques à chaque protéine. Les dipeptides que tu obtiens de la digestion du collagène, tu ne peux la trouver dans aucune autre protéine. C'est impossible. Donc, D'accord. du coup, ça n'obtient pas les mêmes effets pour la santé. Donc, je ne dis pas que le collagène, c'est magnifique, que c'est extraordinaire et compagnie, mais vous voyez, il faut être nuancé. Oui, ça ne remodèle pas les tendons. Oui, ça ne fait pas tout ce qu'on peut lire sur les peaux quand on les achète. Mais par contre, il y a quelques effets bénéfiques qui ont été, et encore, même sur le remodelage, je pense qu'il faut être un poil plus nuancé que ce qu'on dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, j'ai vu des vidéos où les mecs ils jettent le truc à la poubelle. Et non, de toute manière, ce sont des protéines. Des protéines, ça peut pas être Oui, négatif pour la santé si c'est bien un extrait. exactement, exactement. Mm. Toute la nuance. Et le dernier, on va dire, le magnésium, Le magnésium, ça dépend quelle forme. Est-ce que c'est du magnésium marin, du magnésium malate, du bisglycinate. du bisglycinate, du citrate, du alfréonate? Bon, a priori, celui qui est le mieux absorbé, c'est le magnésium bisglycinate pour la récupération musculaire. Et c'est dans le cas particulier où on a des crampes ou des tensions musculaires qui ont du mal à partir. Mais c'est pas non plus miraculeux. Si tu prends ton magnésium et que tu bois pas assez d'eau à côté, c'est compliqué. Et si c'est plus pour le sommeil, c'est plus du magnésium L-fréonate parce que c'est la seule forme qui passe la barrière hémato-encéphalée au niveau du cerveau et qui va aider certains neurones à se calmer. Donc ça peut aider à l'endormissement. À l'endormissement, pas au sommeil en soi, ce qui est différent. Donc tu vois, ça a un petit effet bénéfique, ça peut être cool. Euh, mais si tu as une alimentation équilibrée, a priori, peut-être que le magnésium, tu n'en as pas trop Pas besoin. forcément besoin. Ouais, Ouais. ok. Ne pas trop te tromper. Tu sais, il y a deux éléments là-dedans. Il y a l'aspect biologique, auquel vient très bien de répondre Vincent, et il y a l'aspect est-ce que ça te fait du bien? Tu as Mm. quelqu'un qui est en difficulté, qui est même en pré-dépression, et qui prend ça et ça lui fait du bien. Mais que ce soit l'effet placebo qui fasse ça ou que ce soit l'effet réel de la molécule, c'est toujours mieux que de prendre des anxiolytiques. Non, mais exactement. Ouais, je Ouais. suis tout à fait d'accord avec ça là-dessus, quoi. Donc le magnésium, c'est une molécule naturelle, Mg2+, on ne le trouve pas après digestion dans beaucoup d'aliments. Il y a extrêmement peu de versions du magnésium qui est mauvais pour la digestion ou pour la santé, ou en tout cas qui crée des troubles. Donc il faut essayer, si ça fonctionne et que ça fait du bien à la personne, je pense qu'il ne faut pas s'en priver, surtout que maintenant on peut en trouver du pas cher et de qualité. Voilà. Mais encore une fois, théoriquement, si vous avez vos grosses quantités de végétaux, souvent vous avez ce qu'il faut en magnésium. Ok. Comment ça marche, votre formation, du coup? Parce que là, du coup, vous avez mis l'eau à la bouche. Maintenant, il faut, il faut passer à l'action et puis aller faire la formation pour avoir toutes les infos. Mais comment ça fonctionne? Tu m'avais expliqué un petit peu que c'était en fait une mise à jour qui s'effectuait régulièrement pour être justement ben, à la pointe de ce qui se fait en termes d'études scientifiques. C'est bien ça? Oui, en fait, la formation se fait sur 3 mois, chacun à son rythme. Il y a des vidéos qui sortent régulièrement. Ça se C'est fait sur... ouvert à tout le monde, hein? Il n'y a C'est pas ouvert, de... D'accord. c'est ouvert à tout le monde. La formation vaut 600 €, mais vous pouvez la financer, que vous soyez indépendant ou salarié, avec votre OPCO. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous nous contactez. Je vous expliquerai comment le faire. Normalement, votre OPCO paye 100% de la formation ou au moins 50% si vous êtes indépendant et que vous cotisez pas depuis longtemps. Ensuite, une fois que vous avez vos codes d'accès, il y a des périodes. Hein, vous ne pouvez pas vous connecter n'importe quand. Il y a des périodes de formation
qu'on reporte plusieurs fois dans l'année. Il faut être dans cette période-là pour se former. Vous avez des vidéos qui sont enregistrées au préalable et vous avez quelques vidéos en live avec nous. Vous pouvez nous poser les questions. Vous pouvez, voilà, il y a des devoirs, il y a des QCM de révision sur différentes thématiques. On a une vingtaine de produits actuellement qui sont dans la formation, mais on va probablement en remettre de plus en plus au fur et à mesure du temps parce que il y a des nouveaux produits qui sortent, il y a des choses qu'on a envie de traiter, peut-être qu'on va nous faire des demandes. Et une fois par an, parce qu'avec Vincent, on est très très pris, donc on peut pas le faire toute l'année, mais une fois par an, on remet à jour les connaissances scientifiques de chacun de ces éléments qu'on a traités, ce qui permet à celui qui a choisi de financer la formation d'être a priori à jour sur ces molécules pour le restant de ses jours. Ok. D'accord, d'accord. Je sais pas, Vincent, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est exactement ça. Simplement, on y passe beaucoup de temps et d'énergie pour donner les meilleures informations possibles, le plus nuancées possible. On est très fiers de notre travail. Et non couvert par un laboratoire derrière qui finance tout ça. Non, Bah non, non. Enfin, encore une fois, on montre que les compléments, c'est pas miraculeux, donc il y a personne qui va nous sponsoriser, hein. Ah ouais. ouais, je Bon, bah, pense qu'on risque de jamais avoir de et du coup, elle sort quand? Juste pour ça, savoir. Elle est prête, là on va la sortir d'ici quelques jours. On doit faire un peu de promotion parce qu'on aimerait bien que la première promo soit suffisamment importante pour que les gens arrivent pas au fur et à mesure, tu vois. Mais Mhm. là, elle va sortir d'ici quelques jours. Ok, bah on mettra le lien en description du coup. Voilà. Merci. Je sais pas, vous avez quelque chose à ajouter pour terminer un peu et puis pour conclure? Bah, la vie c'est beau, faut en profiter chaque jour et le sport ça en fait partie. Ça fait partie des Ouais. choses qu'il faut faire régulièrement pour être heureux. Parce que le but de la vie c'est d'être heureux, non? Bah exactement, exactement, parce qu'on peut être centenaire mais en très mauvaise santé et très malheureux. Voilà, donc le but effectivement c'est aussi de vivre des expériences, même si c'est pas toujours peut-être en adéquation avec les facteurs de santé, mais je pense que le côté mental et bien-être, il joue aussi sur ce côté-là et il faut savoir aussi ne pas être trop drastique avec soi-même, je pense. Ouais, l'alimentation, le sommeil, le sport, tout ça, c'est des vecteurs pour être heureux, mais l'objectif principal, c'est d'être heureux. Exactement. Bon, bah, on retiendra ça alors. Bon, bah, merci Vincent, merci Sylvain. Et puis, bah, c'était un plaisir d'échanger avec vous, d'avoir eu plein d'informations. On pourrait en discuter des heures. Et puis, ben, il tarde d'avoir cette formation sur les compléments alimentaires parce que je pense que je vais certainement la prendre. Avec grand plaisir. Voilà. Merci à Bon, toi. bah, bonne soirée à vous. Et puis, ben, à très bientôt. Bonne soirée! Salut.